Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Je suis ravi de vous retrouver, comme d'hab, pas seul, je suis avec mes deux petits osios préférés. Comment ça va les gars? Mais impeccable. Eh ben écoute, très bien, merci beaucoup. Bon, pour vous mettre un petit peu dans les détails, ils sont surexcités ce matin, C'est ils pas ont vrai. bouffé du lion. Oh le Ouais, menteur. Parce qu'en fait, j'ai appris à Rewan que Oblivion, c'est sur Unreal Engine, Oh, le le remaster. remaster. C'est vrai, c'est vrai. Ils parlent en ce moment d'actualité et on est directement dans l'innovation et dans C'est l'actualité avant même de démarrer l'épisode, c'est jure. une dinguerie. Mais en vrai, voilà, on le lâche de derrière les fagots comme Bethesda. Globalement, moi, je savais pas du tout que c'était en préparation. Je connaissais les rumeurs, etc. Mais les rumeurs que tu entends depuis 8 ans, après 5 itérations de remake de Skyrim en Anniversary Edition, Special Edition, mes couilles, sortie Switch, machin. Oblivion, dans le plus grand des calmes, avec un nouveau moteur. C'est un jeu, hein, pour à ceux fait. qui savent Ouais, pas. The Elder Scrolls, c'est comment dire, c'est le Elder Scrolls 4, c'est celui qui se passe juste avant Skyrim, du coup, Tout à et fait. celui qui se passe juste après Morrowind, l'aile des elfes noirs. Et globalement, c'est un de ceux qui est le plus prisé par les critiques. Hein, on peut dire ça? Et c'est dispo en VR. Bah, bon bref voilà, c'est Il y a le mode. c'est Il y a le le combat mode. d'avant même d'enregistrer. Ils sont surexcités, ils sont là, ils sont sur leurs appuis. On est bien et on a concocté un beau petit épisode. Attends, un beau attends. petit... Pardon, je te Ouais, coupe. ouais, Les dis-moi, points dis-moi, épisodes, dis-moi. on a fait le point météo? Respecte. Putain, mais par contre, Le point Jocelyne météo. Météo, dis-nous tout. Alors, au menu de cette météo, du temps grisâtre, mais on nous a promis du soleil dans l'après-midi, donc je l'attends avec impatience. C'est vrai, un peu frisquet, mais sec. Écoute, Exactement. on va pas se plaindre. Et Exactement. Frisquet, si tu nous écoutes, lâche la sponsor. Ah, mais lui c'est terrible. Et c'est vraiment la taille du rat, c'est fou. Même l'abonnement Rat Plus sur Canal Plus, il veut un autre truc, tu vois. Rap Il y a Premium. plus le droit, c'est moins de 26 ans. Tu sais. Ah oui, il a le c'est permis vrai. papier encore, qu'est-ce que tu veux qu'il ait l'abonnement Rat Plus? Rafforceur Pro Max. Je te jure, il va le faire payer à son nouveau-né, tu sais. Ah mais vraiment, c'est terrible de faire ça. En tout cas, aujourd'hui dans cet épisode, on va parier sur 5 tendances folles pour 2025 et après. On va se plonger un petit peu dans le futur. On vous a concocté des trucs terre à terre où on sait que ça pourrait arriver et d'autres trucs où on va essayer de chercher un petit peu l'innovation, lui tirer un petit peu les ficelles pour deviner éventuellement ce que ça pourrait donner. N'hésitez pas à nous partager vos tendances et comme d'habitude, allez sur le compte Instagram de Bubble pour avoir un petit visuel de ce dont on parle. Donc ça va être bien cool. Et puis au menu, on va aussi avoir une espèce qui revient à la vie. Ça, c'est une dinguerie. Incroyable. On va parler de la Google I.O. et on va parler d'Elon Musk. Bon bref, un bon petit menu et ça commence maintenant. « 10 000 ans. Ouais, c'est ça. 10 000... J'ai pas- j'ai- On regarde, 10 000 ans. Ouais, c'est ça. J'ai glitch des yeux, j'ai cru que c'était 100 000, mais non, c'est bien 10 000. 10 000 ans après son extinction, le loup préhistorique géant ressuscite grâce à Colossal C'est Bioscience. mytho, ça. C'est une dinguerie Non, ce qui est en non, train de se c'était sur passer. Game of Thrones, je l'ai vu, déjà. Alors, Il c'est l'avait vrai qu'on déjà on l'a ramené. un peu vu dans Game of Thrones, C'est HBO. mais là, on a vraiment du Bryan Johnson version animaux. C'est une dinguerie. Donc, Ouais, pour c'est vous ouf, donner un petit peu les détails, Colossal Bioscience, c'est une entreprise américaine de biotechnologie fondée en 2021 par le généticien de Harvard, George Church, et l'entrepreneur Ben Lam. Donc, voilà, pour vous donner un petit peu les détails. C'est les poteaux, c'est la famille. Globalement, Pas du ce tout. qu'ils ont fait, ils ont récupéré l'ADN le génome plus particulièrement du Deerwolf, une espèce préhistorique éteinte depuis plus de 10 000 ans. Et en fait, ils ont récupéré ça pour pouvoir l'accoupler avec Romulus et Remus. C'est Romulus et Remus d'ailleurs qui ont vu le jour le 1er octobre 2024, suivi de la petite sœur Khaleesi, un petit peu en référence à Game of Thrones dont on parlait. Et en fait, ils ont réécrit le code génétique du loup gris pour le faire correspondre à celui du taxon disparu. Donc c'est une espèce de loup. Et globalement, ils ont réussi à reproduire le loup géant qu'on peut aussi voir dans Game of Thrones. Et c'est pas leur premier coup d'essai, en fait, d'ailleurs, à cette entreprise. Ils ont fait ça, du coup, avec le loup géant et ça a bien fonctionné, mais ils sont en train de faire ça avec le mammouth laineux, le dodo, le tigre de Tasmanie. C'est Jurassic Park. C'est Ouais, vraiment parce que je les ai Jurassic pas vus, ouais, grave, de ouf. Et en fait, Franchement, c'est dingue. Attends, t'as pas vu Jurassic Park? Non, si, j'ai vu Jurassic putain. Park. mais- Il a pas C'est vu vrai. le diable de Tasmanie, il a pas vu Tasmanie. Ça, j'ai vu ça. Qui J'ai dit, tournait ils sont en roue libre, j'adore. Je te jure. Mais attends, juste parce que j'ai suivi cette histoire de très très loin, genre c'était un titre dans ma timeline.
On voit l'animal, ça y est, il est. Ouais, ça y est, Romulus et Rémus, et en plus Khaleesi et ses 2 petits loups. Faut vraiment que je vois ça. Pour Quoi. l'instant, c'est des, Ok. c'est des louveteaux. Les trucs vont faire 3 mètres de long. Mais possiblement, du coup, ils ont récupéré tous les génomes du loup préhistorique et donc ils seront hyper grands. Enfin, c'est comme le loup qu'on peut voir dans Dans Game of Game of Thrones. Thrones. Je suis sûr que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas Et d'abusage non, mais, éthique, non, mais parce que tu qu'ils vois, vont pas réveiller des maladies mortes Non, mais et des virus bizarres. tu fais bien d'en parler parce que je sais que, tu vois, il y a eu une époque avec tout le côté de la secte c'était quoi, la secte raélien, là. Ils voulaient faire du clonage humain et tout Ouais. ça. Et du coup, ça avait été un petit peu, il y a eu une levée de bouclier de la part des scientifiques. Et là, pour le coup, ça a posé aucun problème éthique. Alors s'il y en a quand même, le projet de Colossal quand même suscite pas mal de débats éthiques du coup et scientifiques. Certains chercheurs estiment que les ressources investies pourraient être mieux utilisées pour la conservation des espèces actuelles et la protection des écosystèmes existants. D'autres soulignent carrément le risque d'introduire des espèces génétiques modifiées et donc faire du Jurassic Park, quoi. C'est que ça parte en couille et que, bon, au-delà de les mettre dans des parcs, que juste, c'est plus des animaux qui correspondraient à notre vie actuelle À et l'écosystème, à l'écosystème animalier. Genre, stocker un tyrannosaure dans un zoo, c'est Bah, compliqué, quoi. on a vu des limites. La Je suis assez science-fiction d'accord, nous a ouais. montré On des a vu choses. Déjà qu'un V1, un loup, On a c'est vu. compliqué. Un loup géant des Carpates, mon Je gars. te jure. T'as Bon, on James l'a fait. Cameron là qui fait ouais, je vous avais prévenu avec Terminator, là tu vas avoir du coup comment il s'appelle Spielberg qui va dire moi aussi je vous l'avais Rien dit. du tout, lui, il va dire attendez, on peut les louer vos trucs là ou pas plutôt que de faire des S'il effets vous plaît. spéciaux. Là, t'as Nolan, il est déjà sur le Et vous dossier. avez pas un requin aussi, juste pour voir? Un mégalodon là. Vous avez pas un petit baignoire là? On fait ça. Non mais deux? en vrai franchement c'est quand même ça serait quand même le fantasme de C'est quand même assez fou. Et même pour vous de voir donner des dinosaures, chiffres, quoi. ils ont levé 435 millions de dollars, atteignant une valorisation de 10,2 milliards de dollars en janvier 2020, sachant que l'entreprise a été créée en C'est une 2021. folie. Franchement, c'est Ça va montré qu'il y a vraiment du concret Ouais, dans, ouais. dans cette mais ça va tellement modification génétique. trigger la partie sombre de l'humain entre guillemets, on dit vas-y on y va, ça a l'air génial, vas-y viens on y fait, moi je veux mon Mais- tyrannosaure Mais personnel. tout ce qui est études sur le génome, etc., il y a aussi des belles avancées qui sont faites au niveau de la médecine. T'imagines, Mais oui, demain, complet. tu peux faire pousser juste un organe pour Ouais, ouais. quelqu'un qui a un problème, je sais, Ouais, un problème de exactement. foie, un Ah problème mais c'est de pour ça qu'il n'y a thyroïde. jamais tout qui est à jeter, c'est juste que on aime trop trouver un jouer avec juste le feu, équilibre. tu vois. Ouais, voilà, Ouais. l'humain un peu greedy là. un peu- Et ouais, c'est ça. Et puis il y a des gens qui vont chercher toujours l'extrême et l'extrême C'est mauvais, ça, quoi. tu vois. Mais c'est vrai que en tant qu'avancée scientifique et même malgré ça technologique, C'est fou. je trouve que c'est incroyable parce que vraiment on a un pas dans la science-fiction. Ouais, c'est ouf. C'est vraiment ce On qu'on a voit dans l'impression- Jurassic Park. On en tout blague, mais c'est Tout ce vraiment qui a ça, été quoi. créé fin 80, début 90, toutes les SF qu'on a pu voir dans notre passé, ça arrive concrètement à chaque fois. Ouais. Tu dis C'est ça une en dinguerie. 2050 et tout, non, 2025, voilà, 25 Genre, ans d'avance. Exactement. Tu vois, limite, je pense que la jeune génération pourrait limite nous envier parce que nous, on a vu ça à la télé, on voit le truc se concrétiser, donc on a le côté un peu dinguerie, Oui, c'est vrai. le côté genre on brise une dimension, C'est vrai. et alors que eux, en fait, c'est ouais, ok, ils ont fait ça, Oh, c'est ok, normal. Ils vont normal, naître, ouais, au c'est calme, normal. Au Ouais. calme. La C'est voiture, bien, on a vu la voiture volante dans plein de films, et eux ils vont Ils la sont en voir train de lire ça, normale. frère, avec un Otaco 65 viande. Ils sont là, ouais, tranquille. Mais ça se trouve, ce sera un haut tacos 65 viandes et dedans, tu auras de la viande Ouais. de loup géant, hein, tu sais pas. Et Otakos, le petit Peut-être. placement était gratuit pour cette fois, mais n'hésitez pas. On va faire J'arrête. comme dans Spy Kids, tu sais, quand ils mettent le petit morceau de cheddar et en fait ils le mettent au micro-ondes, ça devient un méga ouais, Big Mac. ouais, la bouffe. Ou la Incroyable. pizza dans Retour vers le futur, la mini pizza qui Ou la devient- mini pizza qui devient énorme. Hydration 4, s'il vous plaît. Ting, et le truc il sort. Ah, Il a fait tous les effets spéciaux. Ah, vraiment, tous les on a tout, bruitages. on a le son de design Oh, et le tout, oui, c'est tout. c'est Incroyable. il y a parfait. juste le hydratation qui est un peu passé. Bon, c'est pas grave. Je le referai un autre jour. Alors Elon Musk, il aurait rage quit de son live. C'est quoi cette histoire? Ah, est-ce qu'on parle de supercherie? Est-ce qu'on parle d'une pub parfaitement bien dosée? Est-ce qu'on parle de vraiment un gamer qui aimerait en être, mais qui en fait abuse de sa On position en de est là. milliardaire? Comment parler de cette actualité en restant un petit peu droit dans ses bottes, Elon Musk? Alors, c'est pas une actualité au proprement parler, ça s'est passé le 5 avril. Moi, je l'ai vu assez tard parce que globalement, on va dire que j'en ai pas grand chose à foutre, mais ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai lu. Ça fait un certain temps, plusieurs fois sur les réseaux que Elon Musk se fait. Taxé de pas être un vrai gamer, un vrai geek, un vrai rockstar, un mec qui déchire, qui tryhard sur les jeux vidéo. Bah, disons que là il en prend un peu plein la gueule dans tous les domaines. Alors ça, je c'est cautionne clair. pas. On est d'accord, ça je cautionne pas. Le bullying de manière générale, même quand ça concerne j'allais dire quand ça concerne des milliardaires. Bon, à voir, parce qu'il y a quand même des cas où une ou deux tartes dans la gueule, ça se perdrait. Là, pour le cas de Elon Musk, c'est assez rigolo parce qu'il y a pas longtemps, je sais pas si vous avez vu, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelait Path of Exile 2, qui est la Ça ne me suite dit rien du tout. de Path of Exile 1. Bravo, tu suis. C'est en gros, c'est un hack and slash quoi. C'est un hack and slash, tu peux jouer en multijoueur. T'as joué à Diablo peut-être, c'est un peu dans le même style. Ouais.
C'est du hack and slash, voilà, Le traditionnel. truc, tu cliques sur la souris vénère. Tu sais, vu du dessus, machin, slash, tu tues beaucoup d'ennemis. Voilà. Ok. Et en fait, ça fait un certain temps que Elon Musk dit ouais, moi je suis un vrai joueur et tout. Il avait déjà déclaré 2-3 conneries sur les réseaux, genre Il était le GOAT. ouais, qu'il était le GOAT, mais surtout, à l'époque, il avait déclaré ouais, tu crois que les États-Unis ils utilisent le service public des États-Unis ils utilisent les bases SQL? Spoiler, oui, parce que tu veux utiliser quoi d'autre, frérot? T'as pas des data lakes partout, t'as pas des fichiers Excel partout. Cette fois-ci, côté jeux vidéo, il avait comment dire, il s'est déjà fait choper en disant qu'il était très très fort au jeu, que c'était un gamer de ouf et tout. Spoiler, il a payé des gens pour monter son compte. De ouf. ouais Il l'a admis publiquement. Mais Et d'ailleurs- non. La D'ailleurs, vie Mais attends, de mais moi. pourquoi faire ça? Ça me Il rend s'est fou. il serait payé une reprise de volée légendaire par un CM d'un studio dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'était Ubisoft. Et il a voulu tacler Ubisoft et le mec, le CM d'Ubisoft, Oui, il leur a envoyé oui, une sur Shadows. punchline. En mode ouais, Eh, t'as fait une pub pour le jeu, c'était Hassan. C'était Hassan. Ouais, le il streamer. s'est pris une hola, le CM d'Ubi, là, ou peu importe quoi, c'était de ouf. Il lui a renvoyé dans les dents, c'était Ah ça. ouais, ratio Sale. légendaire Ah ouais, ouais, de sale. de Ubisoft. Pour ce qui s'est passé pour Path of Exile 2, donc ça s'est passé en plusieurs phases. Il disait qu'il était fort au jeu, que son profil était classé très très haut, machin. Et en fait, il s'est fait globalement épingler par plusieurs personnes en disant qu'il avait été farmé son compte grâce à des soutiens En externes. gros, pour que les Il a gens payé des comprennent, gens. parce que tu vas super vite, mais il a payé des joueurs pour jouer à sa place, pour justement avoir le compte le plus haut Pour classé être possible. en live avec un compte hyper haut level. quoi. Ouais. C'est ça, et même pas en fin de compte, puisque ça, c'est dans un deuxième temps. Ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il en prenait plein la gueule, il a dit bah ok, pas de souci. Et pour faire la promotion de Starlink, en fin de compte, il a streamé Path of Exile 2 depuis son avion, en utilisant une connexion Starlink. Ah, mais Sauf quel que- connard de milliardaire, Jusqu'au j'adore ça, boutiste. c'est tellement arrogant. C'est vraiment C'est le Tony Stark jusqu'au qui en a boutiste. rien à foutre, quoi. Ouais. Alors, outre effectivement le fait que pendant son live sur X, il s'est fait insulter sa grand-mère. Je vais pas vous lire les tweets parce que, enfin les tweets, les commentaires du live parce que franchement, C'est chaud. voilà, je cautionne pas, mais c'est pas génial. On peut se demander, mais du coup, qu'en est-il de ses performances actuelles en jeu? Bah, il pue sa race. Voilà, il y a pas d'autre mot puisqu'il s'est fait atomiser par les premiers boss du jeu. Il s'est fait À- bully par le jeu, quoi. À tel point qu'à la fin, il aurait subi une panne de connexion internet. Mince. Ah, il a Mince. une panne de Starlink. Parle de Starlink. En fait, il a appuyé sur un bouton, ça a fait péter les satellites. Ah, ça marche plus. Ça marche pas. Oh non, donc en fait, globalement, personne n'y a cru. Quoi. Globalement, c'est un rage quit parce que, alors, il est pas mort une seule fois. Hein. Ça a duré quand même un certain temps à se faire oblitérer les sphincters par les par les premiers boss du jeu. Mais en fin de compte, voilà, moi, je fais partie de ceux qui pensent que à la fois c'était un rage kit, mais je pense que c'était aussi une manière de faire de la publicité à l'image de ce qui avait été fait à l'époque pour le Cybertruck. Tu sais, si la présentation du Cybertruck, les carreaux avaient pas Ah été oui, pétés oui, par oui. le test qu'ils avaient fait avant, on aurait peut-être moins parlé. Là, C'est sûr. c'est de la pub, c'est de la mauvaise pub. Il n'y a Mais pas, c'est y a quand pas de même du mauvais bad clic. buzz. Hein. Mais c'est quand même du clic, c'est-à-dire que Il n'y a pas de mauvais critiquer buzz. Elon Musk, ouais, c'est ça, ça a quand même généré encore une fois de la médiatisation autour de son aura, même si bon là c'est pour le vanner. Ça a quand même pas manqué de faire rire les gens, mais malgré tout, on peut saluer quand même la performance de jouer en multi en streamant. Alors la qualité du stream, elle pue sa mère, mais je pense que matériellement, il a juste streamé ça depuis un PC portable qui Oui, rien à foutre. avec pas une bonne caméra ou quoi. Il avait un Lenovo, tu sais. Des C'est ça, familles, là. perte de Non, connexion en des vrai, serveurs, mais pas du live hein, d'ailleurs. Je trouve ça cool un peu l'humanisation entre guillemets des milliardaires qui en ont un peu rien à foutre. Ah, ils sont et trop comme nous, quoi. Ouais, voilà, tu fais c'est partie ça. de cette team-là, toi, ils sont comme nous. Non, enfin, je le pense pas, mais je trouve ça cool de se dire qu'un mec comme lui peut streamer comme n'importe qui. Il en a rien à Comme foutre. n'importe tu qui, c'est-à-dire Starlink dans un jet privé. Ouais, bon. Au calme. Je veux juste comprendre. C'est pas totalement ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est que le Ah, mec les sur- youtubeurs Tu viens de déconnectés spoil de la la prochaine réalité. vidéo de Quentin. Ah ouais, stream putain, dans un merde, jet. merde, dans le leak. c'est je ridicule ce stream que en tu me fais, métavers dans Rewan, mon putain, c'est fou. Je l'ai atomisé. Oh là là. Non, c'est mais surtout le je fait de comprends. dire bon bah voilà, le mec est sur Twitch comme Oui. n'importe qui. Il y a pas ce. Sur X, attends, ouais, c'est sa plateforme. Oui, c'est vrai sur. C'est X. ça, je viens de percuter un truc, c'est sa plateforme sur lequel il stream avec sa société de fourniture de réseaux satellites. Le Et mec, pendant- il va racheter le studio de jeu Avec Grave, c'est son ça. jet. avec son jet, c'est vrai. Et je pense que à ce compte-là, frérot, le rachète mec, le studio. il est en chiffrement de Ouais, bout en de bout. ouf, C'est de ouf, c'est lui de et ouf. lui et C'est lui-même. Il a la complète chaîne d'approvisionnement. Il dit bah voilà, Path of Exile 2, je veux un compte admin. Voilà, fin. Sinon, je vous rachète. C'est ça. Je vous rachète et j'arrive avec un lavabo dans les studios. Je veux être ce PNJ, s'il Du vous plaît. producteur au consommateur, c'est lui. Exactement. Un SMS, tu te fais battre de Path of Exile 2. Donc voilà, vous avez des best-of sur internet qui sont un peu rigolos parce qu'ils ont été commentés par d'autres streamers. Mais voilà,
Petit message, Elon Musk, si tu nous écoutes, déjà, off la sponsor, pour commencer. Viens faire un tour au studio. Par studio, je veux dire chez la part de Quentin, vraiment. Mais c'est pas grave d'être mauvais au jeu. Au pire, fais un petit tour sur le remaster d'Oblivion, tu vois. C'est en solo. Tu vas avoir une bonne expérience narrative. Peut-être un nouveau Rage Kit, ça peut être intéressant. Ouais, Rage Kit sur Oblivion, faut vraiment y aller, parce que là, tu peux vraiment... Enfin voilà, pour ceux qui ont joué à Skyrim, tu tues les dragons en fin de niveau, enfin en fin de jeu, avec une flèche. Qui fait tout ce qu'il fait, il peut espérer faire croire aux gens qu'il a le temps de jouer. Mais non, mais tu peux prendre le temps de jouer. J'ai une pauvre chaîne YouTube, déjà, j'arrive pas à trouver le temps de jouer. J'achète des jeux, j'ai encore acheté des jeux sur mon casque hier, sur des trucs, je sais que j'aurai jamais le temps de jouer. Mais tu sais comment lui, il peut faire, même avec 8 vies, quoi. Mais tu sais que, délègue. En plus, pour c'est dur. L'info qui m'a atomisé, c'est qu'il y a eu sa fille qui avait été interviewée en mode, mais il est vraiment bon aux jeux vidéo. Et même elle disait, non, il pue sa grand-mère. Et elle racontait des anecdotes sur, à l'époque, le fait que déjà, comment dire, c'était déjà avec, il lui demande de l'aider sur certains jeux. Cette info me tue de rire. Incroyable. C'est pas grave d'être nul. Sur Snake 3310, il faisait que 3, il me bouffait que 3 années. Déjà, frérot, t'as 5 entreprises. Tu peux acheter mon ADN. Tu peux faire vraiment, ça va. T'inquiète, fais-toi plaisir. C'est le mec kiffe ta race. Il a besoin de faire briller son blast sur tout ce qui bouge, tu vois. Mais c'est Path of Exile 2, imagine s'il est arrivé sur League of Legends. Ah ouais, ça serait fait là. Oh la folie. Donc voilà, Path of Exile 2, X Elon Musk, on verra pas ça de sitôt à mon avis. Bon, j'adore ça. Mathieu dans les notes, il a juste écrit Google I.O. 2025, ce sera au mois de mai. Ouais, exactement. Même les informations. Sur quoi j'étais vraiment inspiré. Non, mais pour le coup, je te cache pas que ça fait quelques années où les Google I.O., ouais, sans plus. Google I.O., on peut peut-être remettre dans le contexte. Oui, c'est l'événement de Google. Des développeurs. C'est un peu l'équivalent pour les fanboys Apple qui nous écoutaient à la WWDC. En gros, c'est une conf qui est plutôt dédiée à la base pour les développeurs, mais comme ces événements-là prennent de l'ampleur, ont pris de l'ampleur, on va dire entre guillemets, auprès du grand public. Il y a toujours une cérémonie. C'est un peu le show de Google, keynote d'ouverture. Voilà. On parle des nouveautés, des innovations, des nouveautés de Google. Ce qui va se passer sur les différents sujets sur lesquels Google travaille. Et donc, tu as la première conférence que tout le monde regarde et après, ça dure sur quelques jours. Et en fait, c'est des ateliers plus côté dev et on parle plutôt code. Et en fait, ça fait moi quelques années que je les suis sans forcément m'enthousiasmer de ouf, notamment la problématique pour moi, et je sais que les gens qui m'écoutent vont se dire, mais ce mec-là, il mérite plus rien. Tu sais, je suis un Android fanboy, mais ça fait des années que je trouve qu'on se fait chier sur Android, notamment en termes de nouveautés. En fait, c'est ce que je faisais comme constat, et c'est très, très dur pour moi de dire ce que je vais dire. Vas-y. Abreuve-moi tes propos. Tu vois, Apple, côté iOS, ils ont tellement poliché leur OS que eux, ils sont passés au stade où ils rajoutent des nouveautés. Typiquement, toutes les nouveautés qu'on a déjà sur Android depuis longtemps, genre les widgets, tout ce qui est un peu multitâche, personnalisation. Le clavier, SwiftKey, on rappelle. Hein. Du coup, pour moi, tu es un utilisateur iOS. Moi, ces derniers temps, alors qu'il y a des gens qui se plaignent, je trouvais que tu vivais ta meilleure vie sur iOS. Et inversement, chez Google, comme ils ont tout mis dès le début, quitte à ce que même ça rame, je le dis de manière très honnête, tu vois, quitte à ce que... Voilà, écoute, c'est instant cadeau, confession. Hein, c'est vraiment un cadeau. La confession intime, frérot. Là, je sens que vraiment, si l'épisode du podcast il casse là, parce qu'on l'est trop écouté, je vais être mal. Mais j'assume. Ça arrive fort. Et du coup, en fait, chez Google, on est arrivé à un stade où c'est plutôt du polissage, en fait. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, voilà. Maintenant, en plus, les téléphones... Oui, ils ont trouvé une constance, et donc du coup, ils vont dans l'amélioration, dans l'incrémentation. Ils font l'inverse de Apple, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si pour moi, tu avais deux étudiants, un qui a commencé à copier sur l'autre, et après, inversement, c'est l'autre qui a fini et qui copie sur l'autre, tu vois. Donc, c'est les deux schémas, mais à l'envers. Un, il polish, l'autre, il ajoute, et maintenant, c'est l'inverse. L'autre ajoute et l'autre polish. Je suis assez d'accord avec toi pour la partie écosystème et tout ça, mais c'est vrai que l'avantage d'Apple, c'est qu'ils maîtrisaient tout de bout en bout avec le téléphone et le système. Là où la réputation d'Android a été peut-être un peu ternie par les appareils. En fait, pour moi, je vais être... Encore une fois, putain, c'est dur. Elle est dure ce passage. Apple a eu a eu une stratégie un peu plus smart en disant, tiens, on commence avec des tels qui a un certain niveau de puissance. Autant aller sur du très basique pour que l'interface soit fluide, que ça marche bien. On met des petites animations pour saupoudrer, pour cacher un petit peu les latences, tu sais, des fois de charger des trucs. Parce que tout le monde me disait, c'est fluide. Non, en fait, c'est juste qu'il y a des belles animations qui faisaient un peu cache-misère. Et c'était très smart de leur part. Vrai. Et pour le coup, Android, ils ont essayé de tout mettre au forceps au début. Et vas-y, démerde-toi avec 2 Go de RAM. Et vas-y, pourvu que ça marche. Et on avait des animations à 3 FPS.
Là, j'ai envie de te dire, on sent qu'il y a un petit peu, on arrive à un plateau dans cette stratégie, dans ce constat que je fais moi. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire sur Insta si vous êtes d'accord ou pas avec mon analyse. Mais on arrive un petit peu au constat où ça y est, tout le monde arrive à ce plateau. Et en fait, je vais attendre quand même cette Google I.O. avec impatience qu'il y a Android 16 qui va arriver. Et là, on sent qu'on arrive chez les deux concurrents, les deux qui se regardent en chien de faïence là, en mode. Ça y est, il est temps de faire un coup de peinture dans nos interfaces parce que les gens ils commencent à en avoir un peu marre. Ils veulent du renouveau. Donc, déjà, je mets le pied à l'étrier. On parle d'Android 16 qui va arriver et qui va essayer donc d'amener son petit coup de polish. Et là, on en parlait juste en off avant de démarrer cet épisode. Alors, il y a une présentation un peu déjà pompeuse marketing qui m'a trigger. Je t'en parlais avec toi, qui disait qu'ils veulent créer donc une interface qui va s'appeler Material 3 Expressive, qui est la suite logique, on va dire, en tout cas la suite de Material You, qui a été le premier gros chantier de redesign des applications côté Android. Et en fait, là, ils disent qu'ils veulent créer une nouvelle philosophie de design visant à rendre les applications plus engageantes et émotionnelles. Ça veut rien dire. Voilà. Ça veut rien dire, quelqu'un comprend. Voilà. Ça m'émoustille, c'est tout. Voilà. On te c'est sort quoi, cette c'est un phrase. matcha à latte, le truc ça. Non, c'est quand tu ouvres tes messages, tu fais. Oui, j'étais ouais. bien. Ouais, tu sais, t'as ton icône qui te regarde. Je vais t'envoyer une émotion. Vas-y. Allez, clique sur moi, ça sera engageant. Et bon, j'ai regardé un petit peu. Il y a déjà des premières présentations parce qu'en fait, tu sais, souvent sur Android, il y a déjà des bêtas qui tournent. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a une manière d'essayer de catégoriser encore un peu plus on va dire les différents paramètres, par exemple, parce que c'était dans les paramètres, pour que ce soit un peu mieux lisible. Pareil aussi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes côté interface pour essayer de maximiser les écrans. Alors, on a beau avoir des écrans toujours de plus en plus grands, je trouve que c'est pas plus mal d'essayer de les optimiser là où à l'époque on voulait surtout on te vomissait les paramètres et tu swipais parce que voilà. Là il y a un côté un petit peu catégorie. On sent que j'ai l'impression qu'ils ont été un peu regardés du côté de One UI qui a déjà un petit peu amorcé aussi cette tendance là de rendre les choses un peu plus claires côté Samsung. Voilà, moi et Nothing aussi. Avec quoi, ce que j'allais dire. Nothing et même OnePlus à l'époque qui avait la version très très pure d'Android. Ouais. En fait, moi, ce qui m'a toujours saoulé avec Android, et c'est pas de leur faute à proprement parler, c'est que justement, c'était un écosystème tellement ouvert, disponible sur tellement de smartphones, et il y a tellement de constructeurs. Des bouffons, enfin même on parle de Samsung à l'époque, TouchWiz, l'interface, c'est ça, c'est qu'ils rajoutent leur surcouche dégueulasse, et en fait le mauvais, la mauvaise appréciation d'Android, c'est faite à partir de ça. Exactement. C'est pas Android le problème. C'est vraiment les personnes qui rajoutaient leur surcouche. Et aujourd'hui, le fait de l'intégrer sur un smartphone, enfin le fait que Google puisse contrôler à la fois le hardware et le software en alliant tout ça et en disant bon bah voilà, le téléphone a ses fonctionnalités, ça fonctionnera très bien avec ce software qu'on va pouvoir mettre dessus. Ouais. Et cette liaison, moi j'aime beaucoup en fait. Ouais, moi j'y vois, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, il y a eu plusieurs, pour moi, effets de tendance. Dans mon analyse perso, tu as eu la première tendance où les constructeurs, ils mettaient leur surcouche parce qu'ils avaient absolument envie d'imprégner leur identité sur les smartphones pour pas que le téléphone ressemble à celui du voisin. Ensuite, tu as eu une partie quand même des gens qui ont commencé, et ça arrivait notamment avec les ROM custom, les cyanogènes et tout pour les anciens qui se souviennent, sur le côté... On va augmenter les fonctionnalités des interfaces, pousser un peu plus les personnalisations. Il y a eu ce côté un petit peu pratico-pratique qui s'est mis en place. Et pour moi, tu parlais de TouchWiz, et ben pour moi, quand Samsung bascule sur One UI, il y a un côté un peu plus, on va essayer de faire un téléphone avec notre empreinte au niveau design, mais surtout aussi avec un peu d'optimisation. Et on l'a vu notamment sur pas mal de marques qui ont essayé de dire comment rendre Android plus accessible aux tout venants, parce que voilà, Madame Michu, on la salue, elle doit essayer de comprendre comment ça marche. Donc il y a eu ce truc là, tu vois. Il y a eu Xiaomi à une époque qui en fait il voulait juste copier sur iOS, tu vois. Il y a eu ces tendances là. Et là je pense qu'on arrive enfin sur un truc qui est mature. Donc les interfaces en général, soit les gens ils ont compris, notamment les constructeurs chinois, ils ont compris que côté occidental, parce que souvent ils scindent les deux. Chine et occidentale, on va plutôt se coller côté expérience pure d'Android. De plus en plus de constructeurs chinois arrêtent de mettre des surcouches côté occidental. Et tu as aussi d'un autre côté le côté on va raisonner comment améliorer un petit peu l'existant tout en y mettant notre patte. Donc ça c'est cool. Donc Android s'inspire un petit peu de tout ce qui, je pense, qu'il peut voir à droite et à gauche, que ce soit du côté d'iOS, mais aussi du côté des constructeurs.
aussi des constructeurs. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de bien chez les constructeurs qu'on peut aller piocher. Donc, on va voir. On nous dit qu'il va y avoir aussi donc une compatibilité étendue, toujours ce souci de s'adapter à n'importe quel device, le smartphone, la télé, la voiture, ça fait longtemps, la XR, etc. On a un support du stylet aussi qui va être amélioré. J'aimerais bien voir ce qui va en être. Je trouve ça cool. Des widgets ultra personnalisables. Ensuite, on va avoir toute la partie IA. Ça, on peut pas la louper, là, celle-ci. Voilà, donc on va parler de IA Gemini intégré partout, vraiment. Et ça, pour moi, c'est là où, clairement, Google, il a son épingle du jeu à tirer par rapport à des concurrents comme ChatGPT et autres qui ne fonctionnent, entre guillemets, que sur soit une application en standalone, soit en navigateur. Eux, ils sont déjà ancrés dans le système. Et moi, c'est pour ça que moi, je suis l'intégration, comme avec les lunettes et tout, comme ils avaient montré l'année dernière. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire que même ton Gemini, tu vas le retrouver sur le portail Gemini, mais tu vas le trouver sur ton navigateur. Moi, je le trouve déjà sur mon Gmail. Il est déjà incrusté et tout. Donc, en fait, pour moi, c'est là où, en fait, Google, s'ils arrivent à faire une IA à la hauteur, et là, en ce moment, ils sont très bien classés dans les classements d'IA, ils peuvent être bangers parce qu'en fait, eux, ils ont déjà toutes les pièces du puzzle. Ils n'ont plus qu'à mettre leur IA, à le saupoudrer partout et à l'adapter pour chaque besoin. Voilà, mettre une IA plutôt orientée calendar pour ton calendrier, pour tes mails, etc. Voilà. Ça, c'est la chose sur laquelle ils veulent aller, avec notamment une IA proactive qui va s'adapter à n'importe quelle application. On a aussi pour les développeurs une API Gemini qui va pouvoir être collée à ton application. Tu développes une app, tu veux mettre ton Gemini, tu vas pouvoir l'incruster via cette API. Et un des derniers points aussi qui va être important, c'est Android XR. Vous le savez, mon amour pour les casques et tout ce qui est technologie immersive, les lunettes et tout. T'en as pas parlé, tu peux en parler plus Ouais, je suis pas sûr qu'il en ait parlé. On en reparlera, mais quoi qu'il en soit, ça y est, on a fait l'annonce d'Android XR depuis un petit moment. Il est temps de passer aux choses pratiques, on va dire. Donc là, l'idée, c'est de fournir un SDK pour que les développeurs puissent s'emparer, ça y est, et développer autour d'Android XR. SDA, Source Development Kit, c'est tous les outils utilisés pour développer des applis. Exactement. Et on attend enfin que, ça y est, ils sautent dans le grand bain pour la démocratisation attendue de cette nouvelle OS qui arrive, avec enfin la date, peut-être, tu vois, ça sera pas à la Google I.O. qu'on le verra, mais peut-être une date de lancement prévue fin d'année pour le fameux projet Muhan conjointement avec Samsung, le casque. Donc ça, on l'attend. Et voilà, donc il y aura pas mal de choses. Puis après, il y aura des petits trucs. Il y aura je note juste Auracast, qui est leur technologie qui va permettre de partager l'audio de manière simplifiée entre les appareils. Ça, ils vont travailler dessus. Et il y aura des choses au niveau de la santé, des notifications enrichies, du codec vidéo. Bref, voilà, tout l'écosystème de Google, le cloud et tout ça va bouger. C'est quand l'événement ? Eh ben, écoute, ça aura lieu le 20 mai, la conférence. Après, ça va, comme je te dis, ça s'est allé sur plusieurs jours, mais celle qui nous intéresse, nous, grand public, ça sera le 20 mai. Bon, aujourd'hui, on va parier. On va parier sur le futur. On va parier sur 5 tendances folles pour 2025 et après, vous l'avez vu dans le titre, on a essayé de récupérer les petites tendances qu'on a pu voir à gauche à droite, celles qui sont déjà existantes mais qui vont être améliorées, et d'autres dont on a pu parler dans des épisodes précédents sur de la domotique, sur de la robotique, sur de l'innovation de manière générale. On a essayé de vous sortir des petites pépites pour qu'on puisse en parler, interagir ensemble sur le futur de la tech et de l'innovation et du design aussi, on va en parler. Il y a un peu de design, ouais, il y a un peu de design. Donc ça va être bien plaisant, surtout. On va parler usage, on va parler produits, on va parler marque. La première thématique dont on voulait parler, c'est la fin du smartphone, la place aux interfaces spatiales. C'est vrai que c'est un gros sujet dont on entend parler depuis maintenant 3 bonnes années au moins, minimum. Ça, hein. Ouais, mais plus que ça, si on essaie de revenir un peu trop loin, je pense que ça prend trop de place par la VR. C'est vrai. Tu vois, on a parlé vachement de VR. Là, c'est vraiment... le terme interface spatiale est très très flou. On a pu parler, même sur ma chaîne, je parle de spatial UI. L'interface spatiale, c'est un terme quand même assez gros qui veut un peu tout et rien dire. C'est sûr qu'on est loin de la VR à proprement parler, où c'est juste tu mets un casque et tu plonges dans une expérience. On est au-delà de ça, on est vraiment sur un futur sans écran physique, globalement, où les interactions deviennent contextuelles, gestuelles, limite projetées. Et c'est vrai que on entend de plus en plus parler avec l'Apple Vision Pro, avec le MetaQuest 3 maintenant. Et d'ailleurs, Apple a bien fait le distinguo de ne pas parler de VR. Complètement. Il n'en parle jamais. Non. Et à la limite, parlons plutôt de vraiment... D'ordinateur spatial. Ouais, et de réalité mixte.
Tu vois, même quand Aussi. tu parles de VR, vaut mieux plutôt... Ça, c'est un abus de langage qui va rester pendant un moment parce que ça a été vendu comme ça. Mais on est plutôt sur de la réalité mixte parce qu'il y a aussi le fait d'avoir des casques avec des caméras qui vont projeter ton environnement réel et incruster des éléments numériques. Ou Ouais. même transparent, des lunettes avec juste un écran Et qui ça, est c'est transparent, l'AR. des projections. Et de toute façon, si vous voulez faire le distinguo pour vous tromper, VR, c'est vous êtes transporté dans un autre univers. AR, c'est de la réalité augmentée, augmentée de réalité, c'est-à-dire vous êtes toujours dans le même endroit. Juste, on va rajouter des éléments numériques à vos Et interfaces. donc, comme je te disais, tu as une troisième, c'est réalité mixte, qui lui est un mix des deux. Ah, tu considères que c'est un autre? Bah, en D'accord. fait, tu vois, par exemple, la différence entre la réalité augmentée et la réalité mixte, alors il y a beaucoup de débats et c'est un peu flou, mais pour vous la faire courte, par exemple, sur un MetaQuest 3, c'est pas des verres transparents que C'est t'as, les un caméras. flux vidéo. D'accord, ok, je C'est comprends. pour ça qu'on C'est parle un de flux réalité vidéo, ouais. mixte. Mais c'était intéressant ce que tu parlais sur le fait de, comment dire, de transposer les usages en fin de compte, puisque c'est en fait, de base de smartphone, le téléphone, je vais même pas parler de téléphone, je vais parler du smartphone, pardon, je vais parler du téléphone, ça a été créé juste pour communiquer. C'est-à-dire, on passait des appels, puis plus tard, on a inventé. Ouais, c'est devenu pager, un texto, format etc. rassurant finalement parce qu'on a évolué avec. Mais surtout qu'en fait, on s'est rendu compte que cet objet-là, qu'on trimballait tout le temps, il pouvait faire au-delà de communiquer. Aujourd'hui, c'est potentiellement votre carte de crédit, c'est potentiellement l'endroit où vous regardez vos séries. GPS, C'est votre GPS, C'est votre appareil exactement. photo. Votre appareil photo, c'est votre télé, c'est votre. En fait, c'est votre C'est portefeuille numérique, c'est votre Aujourd'hui, ordinateur, on sort c'est son téléphone, c'est compliqué. c'est exactement. Et en fait, même chez toi, ça devient un portail pour certains éléments interactifs de ta maison. Des fois, tu peux demander à ton téléphone de contrôler ta domotique, de projeter quelque chose sur la télé, de régler ton thermostat. Il y a des cas d'usage à plus savoir quoi en faire. Même pour te connecter à certains de tes outils, certains de tes portails, tu es obligé d'avoir ton téléphone comme facteur d'authentification. Donc, la frontière va se jouer sur, à partir du moment où on a tous ces usages-là dans un périphérique qu'on connaît et en lequel on a confiance, qu'est-ce qui peut le remplacer? Qu'est-ce qui serait intéressant pour nous de mettre en place pour casser la barrière, peut-être de plus avoir à toucher un objet et d'intégrer ça dans quelque chose qui serait même encore plus naturel à l'usage. Exactement. Je pense que pour moi, là où c'est intéressant, c'est de voir un monde où la tech disparaît visuellement, mais en fait, elle reste omniprésente. Et c'est là où le terme interface spatiale intervient, où c'est justement une interface qui existe dans l'espace autour de soi, pas sur un écran. Elle peut être gestuelle, où tu vas contrôler une application, par exemple, avec un mouvement sans toucher. Elle va être vocale, beaucoup, et avec le développement de l'IA, des assistants qu'on a autour de nous, ça va nous permettre de comprendre aussi le contexte et là où on habite. Et justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que vocal, limite, on se rend pas compte, mais c'est un truc qui est en train encore d'émerger. C'est-à-dire que pour moi, on passe même à ce qu'on appelle une interface hybride, où en fait, avant, on avait souvent le tactile et le visuel pour interagir, et le vocal arrive maintenant un petit peu à son prime, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'avant, la voix, sur les premiers assistants, c'était très approximatif. C'était allume, lumière, couloir. Il fallait vraiment... C'est les mots-clés en fait. Voilà, c'était des mots-clés, ça marchait et ça marchait pas toujours très bien. Là, on sent que justement tout ça, il va être saupoudré par l'IA et justement, l'IA va permettre de passer un step au niveau voix et on va avoir, je schématise un peu, hein, je fais une petite, on va dire, une comparaison, mais pour moi, la voix va commencer à atteindre le niveau de précision d'un pointeur de souris. C'est-à-dire que peu importe la manière dont on va exprimer la chose, l'intention va être comprise par la technologie. Oui, il va comprendre, t'es pas obligé d'utiliser le mot-clé Non, à c'est ça. proprement parler, il va essayer de... il va C'est ça. comprendre ce dont tu veux parler en fait. En langage naturel, ouais. Ouais. Le problème dans l'utilisation de la voix, c'est que ça ne sera pas applicable à tous les usages. Je pense aux usages quand tu n'es pas chez toi. Dans les transports, si tout le monde se met à utiliser son interface avec sa voix, même si tu as de la reconnaissance qui est assez avancée pour détecter ta voix, comme le fait déjà Google, ça reste assez compliqué. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, à part toucher et capter, comment dire, comme le fait l'Apple Vision Pro avec la détection de la position de tes mains, etc., c'est encore compliqué d'avoir d'autres cas d'usage. Et pendant un moment, il y avait eu des tests qui avaient été faits sur, tu sais, avec les eye trackers. Donc, qui regardent en fonction de là où tu regardes, une fois que tu as fait la calibration, tu peux sectionner, mais c'est encore assez approximatif. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, il y a 3 points, le gestuel, le vocal et l'holographique. Bon, l'holographique, c'est un terme un peu bâtard, entre guillemets, parce que on parle pas d'hologramme comme on peut voir dans Star Wars ou dans des Ouais. trucs comme ça, c'est vraiment des éléments projetés dans notre espace. On parlait de réalité, de réalité augmentée, c'est un petit peu ça, mais Ouais, tout à fait. vulgairement parlé, c'est un peu plus. Donc, c'est sûr que c'est aujourd'hui un écosystème dans lequel on peut pas se projeter parce que il faut avoir un équipement.
On parlait de l'Apple Vision Pro, on parlait des lunettes de Meta. En fait, pour moi, c'est un nouvel écosystème, comme tu le disais, Rewan, qui va être construit. On va plus avoir un téléphone, on va avoir différents éléments qui vont nous servir, qui vont servir cet usage. Bon, ça sera pas pour 2025, sans doute pas pour 2027, 2028, ça sera vraiment là. 2030 parle de 2030 par exemple. 2030 paraît raisonnable. Pour Orion. Ouais. Pour un usage démocratisé, on va dire. C'est Parce ça. qu'aujourd'hui, la limite que tu as, c'est la limite simplement ergonomique. Et vous avez aussi le prix, la notion Et, du prix. mais le prix qui va décroître, plus les appareils vont être répandus et plus la technologie va évoluer, évidemment. Mais aujourd'hui, un téléphone, c'est simple à utiliser. Tu l'as dans la main, tu cliques là où tu veux aller, tu peux parler, etc. C'est assez simple à prendre en main, même pour maintenant les plus âgés, parce que ça se démocratise vachement. Ce qui tend à arriver prochainement pour remplacer le smartphone, ça a l'air d'être les lunettes, a priori. Lunettes, anneaux, badge, montre, l'IA de manière générale. L'IA, mais c'est l'IA qui est la surcouche de tout ça, enfin qui est on va dire le pilier, liant. le pilier. Ouais. C'est ça, mais pour des usages ergonomiques, il faut qu'on arrive à franchir un pas en se disant, en fait, le téléphone, ça devient un inconvénient en fin de compte. Plutôt que d'avoir les lunettes sur les yeux, ne plus avoir quelque chose dans les mains et de se retrouver avec des mêmes sensations, voire les sensations améliorées comparées à ce que tu peux avoir sur un smartphone. Je pense qu'il y aura potentiellement... Alors, moi, j'ai fait une vidéo là-dessus, justement, où je parle pour l'instant, tous les inconvénients ou les défis à relever pour les lunettes. Que ce soit en termes de puissance, d'autonomie, en termes de tarifs, en termes d'acceptation sociale, parce que je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y a des bars qui interdisaient des gens de rentrer avec des Google Glass à cause du côté caméra. Voilà, il y a eu ce phénomène d'inquiétude. Je pense qu'on commence. Ça a bien changé quand même. Hein. Ça y est. Ouais, l'acceptabilité. C'est rentré dans l'inconscient. Voilà. Moi aujourd'hui, c'est vrai que je me balade un peu partout. Pas tout le temps, mais avec des Meta Ray-Ban, ou en tout cas, j'en vois pas mal qui traînent avec des Meta Ray-Ban, et je les vois plus, on se font plus alpaguer les gens. Ouais, mais même, tout le monde filme dans la rue, tout le monde filme de manière générale. C'est un peu rentré dans les mœurs, ouais. En fait, à l'époque, on trouvait ça bizarre de filmer avec un téléphone, on avait une caméra. Aujourd'hui, c'est tellement rentré dans le quotidien que... Ouais, on filme avec une caméra ou avec des lunettes. Quand à l'époque on le faisait vraiment un petit peu comme à l'instar des appareils photo, c'est-à-dire qu'on prenait des moments précis. Oui, c'est ça. Maintenant on prend tout ou rien. Voilà, ouais. tu sors ton plat à la cantine. J'ai vu des gens faire des photos de leur plat de la cantine. Voilà, ça peut aller très très loin. Mais très clairement, là-dessus, il y a tout ça mais il y a aussi énormément de challenges. Je pense que l'objectif à terme, pour l'instant, c'est pas de remplacer frontalement le smartphone, mais il va peut-être y avoir une passation, entre guillemets, où l'objectif pour moi, pour les constructeurs, ça va être à terme de faire en sorte que ton smartphone devienne presque un accessoire. C'est une bonne transition, parce que c'est là où je voulais en venir aussi, c'est le fait de simplifier l'expérience tech. Et en même temps, on va justement avoir cette passerelle. C'est qu'aujourd'hui, tu le disais très bien, Rewan, c'est que le smartphone sert à tout faire. Sauf que demain, on tend tellement à vouloir enlever un petit peu le smartphone pour que ça devienne plus naturel dans notre utilisation, qu'on va devoir s'allier de différents équipements. Donc au final, on va larguer le téléphone pour avoir une bague, des lunettes, des machins. Et en fait, pour avoir tous ces usages qu'on avait avec un téléphone, on va avoir, on va dire, 5 accessoires. Sauf que demain, et c'est là où on en vient avec ce sujet, c'est de voir toujours plus loin, c'est de dire, en fait, on va avoir au fur et à mesure des années un agglomérat de tout ça pour avoir un condensé dans un seul produit et ça va redevenir naturel. Mais on va avoir cette transition un petit peu bizarre où on va essayer de s'équiper de plein de trucs différents. Moi, tu vois, ma vidéo, elle a plutôt bien marché en termes de succès d'estime, on va dire. C'est pas un raz-de-marée de vues, mais en succès d'estime, j'ai même des gens qui m'ont appelé pour me féliciter pour ma vidéo, mais surtout il y en a plein qui Emmanuel restent encore. Macron, il t'a appelé d'ailleurs. Exactement. Il a kiffé. Dominique de Villepin, Elon Musk même, il m'a dit qu'il invitait à une partie de Path of Exile. Il m'a appelé, m'a dit Kylian, je dis non c'est Mathieu. Elle dit ah merde, je vais l'appeler Kylian, mais vas-y, j'ai check ta vidéo, elle est pas mal. Et ils n'étaient pas sponsorisés à l'Elysée d'ailleurs. Mais tu vois, les gens qui ont quand même apprécié ma vidéo sont très encore réticents ou n'arrivent pas encore à intégrer le fait qu'un jour les lunettes vont potentiellement réussir. Il y a plein de gens, il y a plein de porteurs de lunettes qui disent mais attends, moi frérot, j'ai des lunettes, mon rêve c'est de ne plus en avoir. Tu vas me faire croire que toi qui as 10 sur 10 à tes 2 yeux, tu vas avoir envie d'avoir des lunettes. Et mais en même temps, aujourd'hui, avec tous les écrans qu'on consomme, tout autour de nous, notre vue, ça commence à devenir dramatique. C'est comme moi, je commence à me demander, des fois, il y a des trucs où j'ai l'impression que je sais plus si je commence pas à avoir des problèmes parce que
j'ai l'impression que je vois plus très bien, mais c'est peut-être un effet dans ma tête que je suis en train de. Je sais pas. Mais et encore une fois, la vision du public va changer à partir du moment où les cas d'usage sont concrets et sont compris par le public. C'est-à-dire que moi qui porte pas de lunettes aujourd'hui, mis à part des lunettes de repos pour quand je suis devant un écran, si demain tu me mets une interface devant les yeux qui m'affranchit du smartphone, évidemment que je vais avoir les lunettes. Ça s'oublie en fait, tu les as plus dans les mains. Et aujourd'hui, tu peux avoir des verres. Plutôt que d'avoir nos parents, tu sais, qui regardent le obligé, téléphone, le bras tendu, Exactement, en plissant mais les yeux là. Blague à part aussi, moi, ce que j'attends beaucoup de cette technologie-là, moi, c'est mon attente primordiale, c'est vraiment le fait qu'on arrête de voir une ribambelle de personnes dans les transports en commun tête baissée. Ouais, sur un tel. c'est horrible. Tu vois, je me dis, Franchement, ça me effectivement, il y en a qui vont me rétorquer, oui, mais en fait, ils seront la tête levée vers le haut, mais ils regarderont leur interface. Peu importe, au moins les gens, j'aurais l'impression, et comme il y aura mais un peu limite, un mix il y de aurait la limite une réalité. meilleure intégration parce qu'en C'est ça. fait, tu vois les gens Oui, finalement. c'est ça. Tu C'est as ton ça. interface, tu C'est vois ça. des messages, mais Là, tu vois. penses qu'il y a un mec qui peut se casser la gueule et tellement les gens ils sont omnibulés par leur tête, ils s'en rendent même plus compte, tu vois. C'est ça. Et c'est rigolo ce que tu disais, Quentin, parce que sur comment dire, le fait que en fait, les usages vont transitionner et les produits vont transitionner. C'est-à-dire que dans les projections des interfaces spatiales, tu pourrais très bien te débarrasser de ta télé. À quoi ça sert d'avoir une télé si tu Bien as sûr. une lunette H24 sur les yeux, tu pourrais configurer tes espaces En comme vrai, ça serait c'est incroyable. déjà possible sur l'Apple Vision Pro en disant bah voilà, là il y a une télé, quand je m'assois sur le canapé, boum, t'as ta télé qui apparaît. Donc tu vas arriver dans une transition où je pense en termes de prix, on va se retrouver avec ces paires de lunettes là qui vont être beaucoup plus chères que les smartphones traditionnels. Pour un smartphone haut de gamme aujourd'hui, il faut compter à peu près 2000 euros. Tu auras peut-être des produits à 3000 euros. Par contre, potentiellement, tu auras pu acheter de télé pour chez toi. Ouais, Ce qui est assez fou. Et blague à part, moi, c'est un truc, tu vois, je fais pas spécialement gaffe, mais ça me trotte toujours dans la tête. Je me dis, ça se trouve, on va faire un gain en termes d'énergie qui va être incroyable. C'est Que- possible. tu- de ouf. en fait, souvent, moi, j'ai remarqué, j'ai regardé tu sais, les lettres, les notes dans les produits. Les écrans, ils ont des notes dégueulasses. C'est du F, c'est du E, tu vois, en termes énergétiques, c'est ignoble. Là, c'est la partie sur laquelle je suis pas d'accord avec toi parce Ok. qu'on parle du développement de l'IA. L'IA, il faut les data centers pour les faire tourner. Tu n'as plus de téléphone chez toi, mais quand tu as des data centers avec des milliers de cartes graphiques qui tournent, Ouais, la mais- consommation, elle va juste être déportée autre part. Ouais, mais c'est un ouais, titre équilibre, personnel. Ouais, mais Rewan, moi, pour être déjà dans cette réalité, Ouais. je te parle pas d'IA. Moi, par exemple, quand je me connecte que je suis en déplacement, que je prends mon MetaQuest avec moi, que je fais rire tout le monde, mais que moi, quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel, que j'ouvre mon Mac et que je me mets 3 écrans virtuels, là, il n'est pas question de parler d'IA, tu vois, mais j'ai 3 écrans virtuels que déjà, je peux pas emporter physiquement avec moi. Et en plus de ça, si je le faisais même en bossant de chez moi, ça faisait 3 écrans que j'ai pas à allumer. On est et bien qui vont d'accord. consommer. Je parle pour les services qui te seront proposés au travers de ce portail-là. C'est-à-dire que si tu n'as pas la capacité technique de traiter tes demandes de requêtes en local, il va falloir que ce soit fait par un. Oui, mais pour un regarder centre de YouTube données, et autres, tu vois, t'as pas besoin d'IA là. Non, mais Et, si tu vois. dis OK, machin, allume YouTube, tu vois, pour ton interface, faut bien que ce soit interprété quelque Moi, part. j'arrive pas à C'est- voir quelle ordre de grandeur on va faire des économies, mais je serais curieux de. Voilà, Et pour moi, c'est un aspect bénéfique. Économie, je suis d'accord à titre personnel. C'est juste par rapport au contexte écologique global, parce que ça reste quand même un aspect important et de plus en plus important avec les nouvelles, la démocratisation de l'IA et le développement qui est fait autour. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nouveaux usages qui vont être créés au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est du coup le fait de sortir son téléphone, et on en a bien parlé, de décrocher des écrans, revenir à son environnement réel, tout en emportant par exemple sa bague, ses lunettes, ses AirPods et faire de la gestion vocale, faire du eye tracking comme on peut avoir sur le Vision Pro aujourd'hui, et ça se développe de plus en plus. Ajouter de la gestuelle pour interagir avec notre environnement. Le fait de se dire, bon, on parlait de science-fiction en intro, mais le Tony Stark qui va déplacer des éléments et tout, tu vas pas le voir physiquement parce que ou peut-être bien que tu auras une table qui projettera des Un trucs. vrai hologramme, Mais ouais. sinon, ça sera à travers une interface qui sera des lunettes ou un casque. Je vois moins le casque, j'ai plus confiance aux lunettes parce qu'au moins, il y a une vraie Mais question de transparence. Ça, c'est une erreur qu'on fait. On peut pas mettre en opposition le casque et les lunettes. En fait, c'est presque le même usage, mais ça va être différent. Oui, voilà, Encore c'est une ça. fois, c'est ce pas que en je o- redis. Je dis pas en opposition, je Tout. dis simplement que pour que ça soit adopté par le grand public, je pense pas que ça doit passer par un Oui. casque, mais plutôt par des lunettes. Mais peut-être que les lunettes vont faire en sorte que les gens découvrent un peu plus mieux les casques. Tout simplement, c'est quoi? Peut-être. Ça va être le degré d'immersion que tu veux. Soit tu veux des petites fenêtres, des choses comme ça, parce qu'encore une fois, hein, vous attendez pas à croire que vous allez avoir des lunettes qui vont proposer l'équivalence en termes d'expérience qu'un casque. Parce Complètement. que le champ de vision, c'est comme tout, c'est physique, c'est limité. Tu vois, nous, les casques, quand on les teste, on a le FOV qu'on calcule. Des fois, les C'est le constructeurs diamètre nous disent, de voilà. de vue. Voilà, et tu as des casques sur une marque, par exemple, qui s'appelle Pimax, qui te dit on fait du 140 degrés de liberté, des trucs qui se rapprochent carrément de la périphérique de la vision l'humain, humaine. qui est, je sais plus, 180, je crois, de mémoire. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est par là. Alors que, en fait, sur des lunettes, ça, vous ne les aurez. Enfin, techniquement, ça va être très, très difficile de les avoir. Donc, en gros, tu auras les lunettes pour des choses. Et si après, tu as envie de t'immerger
beaucoup plus loin, de faire beaucoup plus de choses. Typiquement, avoir, je sais pas, 5 écrans avec ton MacBook pour travailler, pour faire de l'hyperproductivité. Ça sera par le casque. Ça sera jamais par tes Mais même au lunettes. cas du divertissement, tu as des divertissements qui vont se prêter davantage à l'usage Bien d'un sûr. casque. Alors que moi, pour travailler dans des grandes boîtes, un truc qui est arrivé avec l'IA, par exemple, c'est les assistants de prise de notes. C'est-à-dire qu'à la fin, tu n'as pas juste ta transcription avec qui a dit quoi, mais il te fait un résumé de ta réunion. Et ça, avec Copilot notamment, ça fonctionne hyper bien au point qu'il y en a qui ont arrêté juste de prendre des notes à la main. Par contre, l'évolution de ça demain, ce sera des gens qui, carrément, auront peut-être plus d'ordinateur. Oui, bien Tu sûr. auras tes lunettes, tout le monde sera au meeting à table, on se regardera, tu auras le note qui va défiler à droite, tu auras les prochaines étapes qui seront mises, tu auras les prochains meetings qui vont s'afficher, tes alertes mail, etc. Mais ce sera deux cas d'usage complètement différents, comme quelqu'un qui utilise un iPad ou un ordinateur aujourd'hui. Enfin, On voilà. n'en a pas parlé. Google a présenté ses lunettes lors d'un TEDx, là, il n'y a pas longtemps. C'est ce qui a un peu donné ma vidéo. Et le mec disait, alors je sais pas s'il le disait en rigolant, mais il était sérieux, mais il avait les lunettes de Google et il disait, en fait, j'ai plus de prompteur devant. Tu sais, nous, d'habitude, on les voit dans les confs. Ils ont leurs grands écrans avec Bien les prompteurs sûr. qui défilent. Ouais. Et là, il disait en rigolant, limite, bah en fait, je vous parle depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est mon prompteur qui est dans les lunettes. Et tu vois, ça répond à pas mal de cas d'usage professionnels. Toi, tu as gratifié Apple et ses utilisateurs tout à l'heure. Moi, je vais juste un peu les chier dessus pendant 15 secondes. C'est bien, parfait. On dit Apple, c'est mieux pour les professionnels. Et j'ai envie de poser la question, les professionnels de quoi? Les professionnels de quoi aujourd'hui? C'est vrai, les graphistes, tous les gens qui font du design. de la création de contenu en général, c'est vrai que l'écosystème Apple, Mac, iPad, iMac, ce genre de choses, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais tu as une catégorie de gens qui prennent des Windows parce que Mac ne convient pas à leurs besoins. Moi qui fais de la cyber, par exemple, ça en fait partie, même si c'est Mais je pense que débattable. ça va remettre toutes les cartes. C'est ça. Imagine quelqu'un qui travaille dans la réparation de machinerie. Demain, tu pourrais l'avoir en réalité augmentée avec disant, là, ce défaut-là, il faut mettre telle pièce ici, là, attention à bien remonter ça et projeter directement sur l'appareil que tu es en train de réparer. C'est des choses qui existent déjà. Je crois qu'il y avait TeamViewer qui le proposait sur certains de ses services. Ces cas d'usage-là, on va en les trouver et ça va se démocratiser petit à petit, que ce soit pour les pros ou pour le divertissement ou pour même plutôt le lifestyle en fin de compte. Ça va être assez fou de pouvoir dire, tu es au téléphone avec quelqu'un dans la rue ou tu parles avec quelqu'un qui est un peu plus loin, comme si c'était un talkie-walkie, mais tu as tes lunettes sur les yeux. Non, mais en fait, moi, c'est un sujet qui me passionne vraiment parce que je me dis qu'on commence à rentrer dans une ère qui est palpable sur cette fonctionnalité-là. On se dit ça arrive, c'est possible. Ouais, ça y est, en fait, on commence à avoir. Il y a des marques qui travaillent dessus. On parlait de Google, on parlait d'Apple, mais c'est vrai qu'il y a des marques comme Human avec le AI Pin qui propose une interface. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, il y a des usages, tu vois, qui commencent à arriver. Rabbit, Meta, Oppo, Xiaomi, Samsung. On est dans un truc où vraiment on commence à toucher du palpable. On parlait tout à l'heure de Google et d'Android XR, très rapidement, eux, ils misent pas du tout sur le jeu vidéo, ils misent tout sur Gemini et tout sur l'interface ON gestuelle, tracking et en même temps vocale. Hein. C'est un des gros enjeux de leur casque. Donc, ça va être intéressant à suivre. En tout cas, que ce soit à la fois sur l'interface, on entre un peu plus dans notre liberté d'action sans être dépendant d'un écran. Mais il n'y a pas que ça qui nous permettra d'avoir cette liberté d'action. Ce serait peut-être le premier robot humanoïde assistant qui arrive très très vite. Tesla, Xiaomi, on parlait de NeoGamma dans un précédent épisode, il y a aussi Boston Dynamics avec Atlas. On arrive dans un monde où, ça y est, hein, c'est plus de la fiction. Eh tu sais quoi, petite anecdote rapide, parce que tu es en train de dire, est-ce que j'ai interrogé l'IA sur ce sujet-là, typiquement, et en fait, je lui dis, mais c'est bizarre, tu me parles pas de robotique depuis tout à l'heure, et en fait, elle a l'air de prendre à contre-pied tout ce que nous, on est en train de croire. Elle pense que la robotique, pour nous, en termes de grand public et d'usage grand public, c'est pas pour demain. C'est marrant. Ok. Mais écoute, ce qui est sûr, c'est que la course au développement des robots humanoïdes assistants est en pleine effervescence. On en parle énormément. En Chine, on voit beaucoup d'actualités. Ils ont fait un marathon là en Chine, un peu comme le marathon de Paris. Ils ont fait courir des robots pour la première fois. Tu vois, t'as 3 robots qui ont couru, alors il y en a un qui a réussi à finir, il y en a un qui a perdu sa tête et tout, mais c'était vraiment le challenge. Il y a eu ça, il y a eu une course de Formule 1, non c'était Formule 4 je crois, avec full robot à l'intérieur, avec de l'IA, enfin bref. Chaque entreprise... Déjà arrivé, mais c'était un peu la merde, ça y a eu. Ils ont même pas fait un tour. Et surtout, là où je te donne raison, c'est que tu sens qu'en plus il y a une bataille sur le prix. Il y a et à la fois de sortir un humanoïde qui est meilleur que celui du concurrent, et à la fois de dire, tu sais quoi, le mien, il coûte moins cher encore. Et
Et plus que ça, c'est que chaque entreprise apporte sa vision unique de la chose, qu'il s'agisse de l'intégration industrielle d'un robot pour le voir à grande échelle, multiplier tout ça, de l'assistance domotique ou de la performance physique. Donc on a vraiment différentes visions de la chose. On a Tesla avec Optimus qui, eux, en fait, ils veulent juste industrialiser le robot, ils veulent en mettre partout, ils veulent que ça devienne plus qu'un assistant. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'ajouter une conception plus fine des mouvements, toujours prévoir un cas d'usage, que ce soit en entreprise, chez nous, et encore chez nous, j'ai un peu plus de mal. J'ai l'impression qu'il y a quand même une frontière par rapport à des robots comme le Neo Gamma, qui lui est vraiment créé pour devenir l'assistant domestique plus discret, conçu pour vraiment s'intégrer harmonieusement. On a pu en parler dans un épisode en actualité, vraiment avec une esthétique plus minimaliste, plus douce pour effectuer des tâches ménagères comme vider la vaisselle, apporter une bouteille de vin. Et d'ailleurs, il y a un gros sujet pour Tesla, il y a une obsession, mais je pense que c'est pour toute l'industrie de la robotique, c'est la main. Apparemment, c'est une dinguerie difficile à faire. Ouais, la main, la mobilité, la dextérité, ce qui rejoint avec Boston Dynamics, qui sont un petit peu les leaders dans ce truc-là, un petit peu fou, où ils ont carrément poussé le dernier, le Atlas, à la performance physique, quoi. Mais je vous encourage vraiment à regarder les différentes vidéos au fur et à mesure des années où tu vois le développement du robot, de sa manière de bouger, du fait même qu'ils ont pu retirer les câbles à un moment. Quand tu le vois bouger, avant c'était un peu robotique, tu vois que c'était scripté, etc. Ou maintenant ils en sont au stade où ils font de la motion capture pour avoir les mouvements les plus naturels possibles. Moi, il me casse la gueule. Hein. Mais le robot, il peut faire des sauts, des roulades, non, mais ça, il pouvait le faire. Il y en a un, il fait du kung-fu. Ouais. Il y en a un, ils se sont amusés à reproduire, je crois, le saut de Cristiano Ronaldo et tout. Il y a des trucs n'importe quoi. À l'époque, si tu veux, il arrive à le faire, c'était scripté, etc. Maintenant, aujourd'hui, tu le pousses, le truc dynamiquement, il arrive à reprendre son équilibre, à se relever et tout. Et les mouvements, tu regardes, c'est vraiment beaucoup plus naturel. Donc, eux, ils sont vachement avancés et t'as le fait de miser là-dessus sur toutes les technologies, à la fois pour l'autonomie, pour la fluidité des mouvements, mais aussi pour l'apprentissage, de dire, voilà, comment est-ce qu'il continue à apprendre dans sa durée de vie, comment est-ce qu'on arrive au plus près de ce qu'un humain peut faire, ce qui est l'une des problématiques majeures pour les cas comme Tesla, où l'objectif, c'est la productivité. Il ne faut pas se le mentir, s'ils peuvent remplacer les humains par des robots sur une chaîne d'assemblage où ils ne sont pas malades et il y a juste à les interchanger pour les recharger. Et puis demain, un robot aggloméré d'IA, on en parlait aussi dans différents épisodes. En fait, c'est un peu on aime bien parler de projection à chaque fois dans les épisodes, donc en fait on agglomère, et c'est vrai que c'est en ce moment on baigne là-dedans. Mais imaginons un robot capable de pouvoir, en plus de vider la vaisselle, de donner un verre, d'intégrer tellement d'IA qui va pouvoir faire ton montage derrière. On parlait du remplacement de métiers, d'emplois, etc. On a vu que dans des usines, c'était déjà en cours. Mais tu sais que pour moi, le robot là dont tu parles, faire le montage, oui et non. C'est-à-dire que vider de la vaisselle, tu as besoin physiquement de l'action de prendre ta vaisselle et de la mettre dans les meubles. Mais tu peux très bien dire à ton robot qui communique avec ton objet intelligent, je veux le montage, et en fait, il n'aura pas besoin de toucher physiquement l'objet. C'est-à-dire qu'il il communique avec le produit. Pourquoi il ne serait pas intégré au reste de ton écosystème? Oui, c'est vrai. C'est ce que Tesla voulait déjà faire avec son espèce de réseau de voitures, où il voulait connecter les voitures unes les autres pour, anticiper les problèmes sur la route. Ouais, c'est pour ça qu'ils ne mettaient pas de lidar, il me semble aussi également. Ce genre de choses. Ou ce qu'ils voulaient faire avec les camions, pour que les camions se suivent les uns les autres. Là, tu sais, les camions qu'ils ont annoncé qui sont jamais sortis, mais en gros, ils devaient se coller suffisamment pour que s'il y en a un qui freine, l'autre freine automatiquement à ils se suivent comme un wagon, quoi. C'est ça, exactement. Et en fait, tout ça, c'est pourquoi est-ce que le robot, plus tard, ce que tu appelleras ton assistant, ton majordome potentiellement, ce soit pas quelque chose qui soit... Ton butler, ce soit pas intégré au reste de ton écosystème connecté. C'est-à-dire que tu vas te lever le matin, il n'aura pas besoin d'aller lever tes volets. Ils sont déjà connectés. Ouvre les volets avec une commande. Oui, pour moi, je pense que c'est plus que ça. Alors, il y a l'interconnexion complètement. Pour moi, ça me paraît logique et ça peut pas exister sans. Pour moi, c'est comme... Alors, attention, c'est comme une personne de la famille, dans le sens où c'est pas émotionnellement, mais c'est une autre personne qui habite et qui est chez toi, tu vois. Même si émotionnellement, je vous invite à vous rapprocher de l'épisode, je sais plus lequel c'est, on avait discuté du fait que tu avais déjà des troubles de personnes qui s'attachaient trop à l'IA, etc. On y court les deux pieds. C'est vrai. Après, il y a aussi un truc très important qui fait que il faut espérer un peu le succès de la robotique, même si ça peut faire très peur. C'est que nous, aujourd'hui, on est les vieux de demain aussi.
Et que pour la partie... Cette phrase est folle. Ouais, cette phrase est folle, je sais. On est déjà les vieux de demain. Juste la façon dont on parle aujourd'hui, tu te rends compte que déjà, l'apport qu'on a à ces nouvelles technologies, les jeunes, ils n'ont pas du tout peur de ça. Et quand je dis les jeunes, je dis les gens qui sont au collège aujourd'hui, qui s'ouvrent un petit peu au monde. Mais quoi qu'il en soit, on sait qu'on a un problème avec nos seniors parce que les EHPAD, c'est catastrophique. Déjà, en plus, le fait qu'ils ont peu de moyens, ça coûte une blinde. Il y a des scandales un peu à répétition parce que il y a des erreurs qui sont commises, etc. Je rentre pas vraiment dans le sujet, mais la robotique aujourd'hui, demain, pourrait nous aider à régler le problème des personnes âgées qui sont à mobilité réduite, qui ont des difficultés pour plein de choses. On en parlait avec Amity aussi, Exactement. le petit robot japonais qui offre ce lien social. Même pour la santé. Pareil, tu vois, autre dinguerie, j'écoutais ce matin les informations. Il y a un chirurgien qui avait oublié un truc de 20 cm, tu sais, un scalpel de 20 cm dans le corps d'un patient, là, parce qu'il a été opéré, parce qu'il avait du cancer de la prostate. Un robot fera jamais cette erreur-là. Donc, ne serait-ce que, c'est pas pour remplacer le médecin, mais l'assister, vérifier que, tu vois, à force de pratiquer, de la fatigue, d'avoir plein d'interventions et tout ça, d'être là, l'erreur est humaine, mais est-ce que ça ne devient pas du flicage ? C'est de la prévention. Après, frérot, mais quand tu reprends que le mec il s'est retrouvé avec un scalpel de 20 cm pendant plusieurs mois et qu'il a souffert et que c'est à la radio qu'ils ont observé ça, et qu'ils ont dû l'opérer 4 ou 5 fois pour lui retirer. Enfin, il y a un moment, tu vois. Mais tu parlais des personnes âgées. On parle depuis tout à l'heure de robotique sur la partie robot, c'est-à-dire robots plutôt humanoïdes, c'est-à-dire qui prennent l'apparence d'un être humain, un pied. Qu'est-ce que je raconte, une tête, deux jambes. Oui, c'est un robot. Deux bras, c'est un robot. Mais t'as un stade entre les deux avec les exosquelettes, tu vois. On parlait c'est un usage qui commence à se démocratiser, surtout pour, on va dire. Alors, c'est un peu niche, mais sur certains métiers pénibles, tu commences à les voir pour transporter les charges lourdes dans les entrepôts, sur les chantiers. Pour pousser les pierres, soulager des dos, quoi. Soulager des dos parce que c'est ça. Mais les gens qui ont fait de la comment dire, du bâtiment ou des métiers un peu physiques toute leur vie, à 55 55 ans, ils sont déglingués. C'est-à-dire, c'est très compliqué pour eux de faire ça vient les aider pour ce genre de tâches un petit peu répétitives. La pénibilité, le travail pénible, mais même, on pourra voir peut-être plus tard, les fauteuils roulants, tu les vois, t'en as déjà des fauteuils électriques, mais peut-être, j'en avais vu, on avait été à Vivatech, d'ailleurs, on avait vu un fauteuil électrique qui se levait et qui permettait aux gens de marcher. C'est encore une niche, ça coûte encore cher, mais on va avoir une démocratisation les gens amputés, tout ça, peut-être. Les gens amputés, donc tu vas avoir vraiment des exosquelettes. Oui, finalement, il y aura plus forcément de fauteuils roulants, les gens pourront remarcher ou marcher avec... j'arrive toujours jamais à me rappeler de ce film-là avec Matt Damon, où justement le mec, il vit dans un monde où ils sont réparés un petit peu à gauche à droite, avec des exosquelettes, et justement, c'est lié à une puce et ça permet de reconnecter des choses de ses bras, des jambes. C'est ça, peut-être que plus tard, tu n'auras pas juste l'amplification des mouvements, mais c'est la biotech en fait. Ouais, tu auras peut-être une interface neurale qui sera connectée ou connectée sur les nerfs qui permettra de traduire des signaux électriques de ton corps en mouvement, ce qui n'est pas le cas actuellement sur la plupart des technologies qui existent. Mais on va réduire la dépendance, notamment des personnes âgées, la dépendance à leur propre corps, c'est-à-dire de se voir décliner. Oui, la perdition en fait de son corps par la vieillesse, etc., avec l'assistance d'un exosquelette, pourvu que cette technologie devienne un peu plus accessible et devienne une alternative réelle aux autres solutions qu'on peut voir dans les EHPAD, ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a plusieurs formats. Ouais, c'est le robot humanoïde en tant que tel qui est un peu notre assistant, qui peut être un assistant personnel, mais en même temps un assistant de productivité, d'automatisation dans des entreprises. Enfin, il y aura vraiment des cas d'usage. Je préfère parler de l'assistant de manière générale domestique dans notre cas d'usage parce que c'est celui qui parlera à tout le monde. Et puis si jamais on vient en acheter un, c'est pas forcément pour son entreprise, c'est pour nous. Mais effectivement, t'en parlais très bien. L'exosquelette peut nous permettre à nous, en tout cas en tant qu'humains, de pouvoir évoluer aussi. Et puis il y a ce qu'on appelle la biotech un peu à la cyberpunk. Tout à fait. Où justement, en fait, nous aussi, on va se transformer, on va se robotoiser en quelque sorte, où en fait on va prévenir un petit peu de la vieillesse. Bon, il y a des travaux comme Brian Johnson qui justement lui s'amuse à déjà maintenant essayer de contrecarrer et de mieux faire vivre ses organes pour pouvoir vivre plus longtemps. Mais effectivement, la technologie pourra nous aider peut-être à ça, quoi. Le cas de Brian Johnson, il est intéressant parce qu'on n'est pas on n'est pas du tout dans la biotech, c'est-à-dire que lui, il utilise des outils pour se connaître son corps et savoir ce qu'il a besoin. Mais il n'y a pas de notion de s'implémenter des technologies, de faire de la modification physique, à se mettre des puces, ce genre de choses. Pour faire une projection très très terre à terre, admettons qu'on vive par-delà la transcendance du smartphone dans les lunettes. On peut se demander déjà, qu'est-ce qu'il y aura après les lunettes ? Potentiellement,
il y aura peut-être les lentilles que tu vas te mettre sur les yeux directement. Donc on sera à la frontière de la biotech, puisqu'on va quand même intégrer un truc à notre œil, même si c'est un accessoire, c'est ça, qui est un accessoire qui reste externe. Et par-delà les lentilles, il y aura potentiellement la puce sur laquelle Elon Musk est déjà en train de bosser, Neuralink. qui sera implémentée, Neuralink. J'ai trop hâte d'avoir les pubs Neuralink à 3h du mat, la pub YouTube quand tu dors là. Avec Amazon Prime, la livraison en drone en 1 minute, t'es en train de dormir à 1h du mat, mais on pourrait y arriver. Ça me fait un peu peur. Ça, moi c'est le stade où je commencerai à me chier dessus. J'ai envie d'y aller, sincèrement. Autant l'exosquelette, je peux y arriver, autant là... non, mais c'est pour ça qu'il y a des contre-propositions avec la même... Ils essayent de reproduire un peu la même technologie qu'Elon Musk, mais avec ce qu'on appelle des technologies non invasives. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre... C'est des capteurs sur le crâne. C'est ça, tu mets sur ta tête, mais dès que tu n'en veux plus, tac, t'enlèves. Et ça, si vous êtes sceptique là-dessus, il y a une chaîne YouTube, je vous la retrouverai, je vous la mettrai en description, d'une dame qui stream sur Twitch, où elle a développé, pareil, sur la base du casque qui en fait capte les signaux électriques au-dessus de ton crâne. Elle a fait un mapping simplement de ces signaux-là sur une manette, et elle arrive à finir des jeux vidéo entiers sans toucher une manette, juste avec l'interprétation de signaux de son cerveau et le casque qui est posé au-dessus. Parce que disons-le, on met beaucoup en avant Neuralink quand on parle de puce dans le cerveau, parce que, encore une fois, c'est Elon Musk et parce que le gars, c'est le champion, entre guillemets, du marketing et du faire parler. Mais il y a beaucoup de sociétés à un côté qui font plein de choses, évidemment. Et des fois qui sont même plus avancées. Je veux juste le dire parce que souvent, malheureusement, on va croire qu'on met sur un piédestal Neuralink ou Elon Musk. Mais il faut savoir quand même qu'il y a pas mal de sujets qui travaillent et on a les fameuses technologies invasive, c'est-à-dire qu'on va greffer sur notre cerveau ou notre corps en général. Ouais, ou notre corps en général, bien sûr. Par exemple, tu parlais de l'anneau demain. L'anneau, aujourd'hui, il sert globalement à certains relevés physiques, médicaux, sportifs, ce genre de choses. L'anneau, tu veux dire la bague connectée. Ouais, la bague connectée, ouais. Tu vas l'avoir peut-être pour ta carte bancaire ou pour ton pass pour les transports, pour ceux qui sont supportés. Mais justement... Demain, tu pourrais l'avoir dans la main directement. La puce intégrée à ta main où tu aurais juste à passer ta main sur le truc de ton pass Navigo, là, et puis ça ouvrirait la porte. Il y en a déjà qui l'ont fait, qui ont physiquement extrait les puces NFC de leur carte bancaire, ils se les ont glissées sous la peau de la main. On est déjà dans le stade de biotech. Bon, ça fait un peu chier. Arriver à la caisse et tu payes avec la main comme ça. La caissière qui te regarde d'un air un peu bizarre, mais on est déjà dans les premiers cas d'amélioration du corps humain. Mais c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec vous. Peut-être avant de se projeter vers de l'humanoïde, vers de l'exosquelette et tout, si on essaye de regarder à plus court terme, je pense qu'on va avoir beaucoup de technologies portées sur soi. Tu parlais de l'anneau. Je pense même qu'à un moment ou à un autre, on aura des vêtements qui vont sans doute devenir plus intelligents. Et notamment, ça va nous permettre de faire plein de choses côté santé, comme par exemple scruter notre température en temps réel, tout le temps, comme un peu les montres proposent aussi de nous faire régulièrement des checks sur notre cœur, les battements de nos cœurs. Là, les vêtements vont pouvoir nous aider à traquer notre température et à prévoir, à se dire attention, tu vas faire de la température, tu es en train de faire une montée en fièvre, ou même par exemple pour des choses bien plus banales, parce que si c'est juste que ça peut-être peut avoir peu d'intérêt, mais typiquement ton sport, cas d'usage concret, Apple qui met beaucoup en avant son Apple Fitness, imagine-toi mettre un survêt que tu vas faire ou je sais pas, un veste en collab avec Nike. Exactement, et faire tes exercices. Et là où Apple Fitness, la vidéo, en tout cas ton assistant qui te regarde peut-être dans tes lunettes ou autre, ne peut pas traquer ce que tu fais en termes de mouvement, et là les vêtements vont pouvoir eux indiquer si en plus d'avoir fait ta séance, tu l'as fait correctement en faisant les mouvements correctement et saupoudrer un peu d'IA qui va être maintenant, qui va pouvoir réfléchir, te dire au moment où tu fais tes mouvements, attention, on va refaire la séquence parce que là, tu l'as mal fait. N'hésite pas à bien tendre ton bras. Un peu remplacer le coach sportif, entre guillemets. C'est ça, exactement. Tu vas te faire mal, machin. Mais tu sais, pour toutes ces améliorations-là avec la santé au poignet, etc., et sur la partie amélioration, en vrai, on pourrait déjà, comparer ça à, tu sais, les appareils qui sont branchés sur les nerfs, qui sont reliés à ton canal auditif. Okay. Parce que ça, en fin de compte, on est déjà dans l'amélioration de l'humain, puisque en fin de compte, l'opération, c'est quoi? C'est qu'on vient te brancher un petit, comme un espèce de petit connecteur sur le nerf qui gère la relevée du son, l'audition, et les appareils. En fait, c'est juste ça. Ça retransmet les sons avec des micros que tu captes. Oui, c'est plus le sonotone qui rentre dans ton oreille. C'est plus ton oreille. Et tu parlais de sonotone. Je fais un petit rapide truc. On est déjà dans le concret parce qu'il me semble que les AirPods ont une fonctionnalité, amplification pour les personnes tu peux faire des tests maintenant avec tes AirPods Pro pour voir si tu as une meilleure audition d'une oreille à une autre. Et si jamais tu es un peu malentendant,
Enfin, il y a beaucoup de cas d'usage où t'es pas sourd, mais il y a une oreille qui fonctionne mieux qu'une autre. Et bien, en mettant le AirPods, il va permettre de redresser, amplifier le son pour pouvoir équilibrer. Ouais. Dans les cas de prévention, il y fort. avait eu un autre cas concret auquel tu me fais penser, mais quelqu'un qui faisait, une crise pas une crise cardiaque, mais peut-être de tachycardie ou un truc comme ça, et qui a été prévenu par sa montre. Ouais. Ça, c'est un truc qui est arrivé. C'est sûr que la santé aujourd'hui connectée, c'est très fort. Enfin, je veux dire, les montres connectées maintenant, c'est plus une montre esthétique, c'est plus une montre d'usage, c'est une montre de santé. Apple le prouve très bien, mais maintenant il y a d'autres acteurs. Samsung s'y est mis, Xiaomi le fait aussi depuis un moment avec ses bandes. Mais ouais, c'est vrai que la santé autour du poignet, la santé de manière générale sur nos vêtements, t'en parlais avec le calcul du stress, c'est quand même assez fou. D'oxygène dans le sang, il y a tout un tas de paramètres. Moi aujourd'hui, j'ai une montre Huawei là. Quand Huawei nous fait une conférence, mais c'est un sujet qui dure je sais pas combien de minutes, et ils ont des capteurs qui monitorent 1 milliard de paramètres, tu vois. Ben moi, ça fait maintenant 1 an que je porte une bague connectée au doigt pour avoir des informations sur ma température, mon sommeil, sur ma récupération, sur tout ça. Et c'est vrai que je me sers beaucoup de ces données que j'ai bien évidemment vérifiées aussi avec l'Apple Watch en comparaison. Par exemple, pour ce qui est du sport intensif, quand tu vas faire un tennis, de la muscu, machin, c'est pas suffisamment précis. Donc je préfère mettre la montre. Par contre, dans les objets, quotidiennement, sur mon activité physique, de la marche, de machin, ça capte très bien et c'est super efficace. Mais après... Ouais, vas-y. Oh, excuse-moi, merci beaucoup. Il m'a laissé la parole. Gentleman. J'allais juste dire que par rapport à l'anneau et à la montre, moi je sais que par exemple, j'étais un des premiers qui avait acheté, tu sais, les Mi Band, les Xiaomi Mi Band, et ça avait une autonomie très très longue. Je crois que tu pouvais aller jusqu'à 14 jours sans aucun problème. Donc ça m'arrivait de dormir avec régulièrement, ne serait-ce que pour monitorer le sommeil. C'est quelque chose que je me verrais faire avec un anneau connecté parce que le tien il a pas l'air trop gros. Par contre, avec une montre, déjà au niveau de l'autonomie et l'encombrement, ça me fait chier de dormir avec un c'est pour ça que je voulais pas mettre ma montre parce que l'Apple Watch fait ça depuis longtemps. Et puis les montres connectées de manière générale, ils font ça depuis longtemps. 6-7 jours, tu vois. Mais c'est vrai que ça me fait chier de dormir avec une montre. Donc je préfère la mettre de côté et l'anneau est très léger. Moi j'ai repris un peu l'habitude, mais pareil, c'est un truc qui me dérange. Alors après, c'est toujours pareil. Moi, je pense que l'étape d'après, la très proche qui va nous arriver, c'est que justement avec donc l'explosion de l'IA et surtout de le rendre beaucoup plus smart, je pense que, parce que tu sais, quand tu ouvres les applications là, de ces trucs-là, tu as des données, il te vomit des données et tu es là. Moi, en vrai, j'en fais souvent rien de ces données-là. Si tu as une IA qui va juste te dire, écoute, j'ai été lire tout le dashboard là, de ce truc-là qui t'a répondu 1 milliard de trucs. Il faut que tu fasses ça. Et qui te donne 3-4 choses pour améliorer ton quotidien. Arrête de t'enculer 3 tacos par semaine. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que, tout ce qui est robotique, c'est passionnant. L'amélioration aussi de nous-mêmes, c'est passionnant. Maintenant, est-ce que ce sera nécessaire ? Parce que ça se trouve, demain, on vivra dans le multivers. C'est notre troisième point, notre troisième tendance. Ouais. Est-ce que on nous voit vivre maintenant dans un multivers ou pas à la Ready Player One ? Ou alors, est-ce que le multivers est carrément mort ? Parce que c'est vrai qu'on en a parlé il y a quoi ? Bon, ça fait longtemps que la science-fiction existe. Maintenant, Zuckerberg avait pu parler dans une conférence du fameux multivers à la méta, le métavers. Un buzzword. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet d'actualité, à votre avis, ou c'est complètement mort ? Définitivement, je pense que c'est toujours dans l'actualité. Le problème, c'est le terme multivers, moi, qui me dérange. C'est-à-dire qu'on voit le multivers comme un univers qui transcende les barrières du numérique et qui devient une espèce de réalité alternative. Je ne vois pas le multivers comme ça. Je le vois comme un monde avec davantage de possibilités de devenir ce que tu as envie de devenir, ou au contraire de prendre la peau de quelqu'un d'autre dans un univers où tu peux, t'exprimer. Mais plutôt en termes de gamification, alors, en termes de dans jeu. Le divertissement, parce qu'en fait, le multivers, dans la conception dont je le vois, implique que tu n'acceptes pas ou que tu n'aimes pas la réalité telle qu'on te la propose aujourd'hui, et donc un moyen de t'échapper. Le problème, c'est que tu as pris l'exemple de Ready Player One, je vais prendre l'exemple de Wall-E, par exemple, où la Terre elle est détruite, et dans ce cas-là, les mecs ils sont vissés à des chaises toute leur vie et puis ils sont dans un univers alternatif j'ai un autre pour truc, fuir la réalité. C'est, je sais pas si vous l'avez vu, ce film, c'est Clone. C'est avec Bruce Willis, où en fait carrément ils ont un clone d'eux-mêmes. Et c'est leur clone qui vit à l'extérieur. Oui. Ouais, ça date d'il y a quelques années. Mais il est vraiment très intéressant. Et eux, en fait, ils sont dans un fauteuil, comme une sorte d'animus à la Assassin's Creed, où en fait, ils sont branchés à leur clone. Leur clone, Luke, trop stylé, t'inquiète, la vie est cool. Et eux, ils végètent dans un truc. Et eux, ils végètent dans un fauteuil. Ouais. Et c'est vrai que le parallèle est assez fou. Et comment dire. Mais ils vivent dans la vie réelle et pas dans l'univers numérique. C'est ça. Et si c'est un moyen de t'échapper, que c'est du divertissement, j'ai pas de problème particulier avec ça. Le concept du métavers,
m'attire profondément dans la vision du divertissement, mais je le vois pas devenir un moyen crédible de continuer à exister. Il t'intéresse dans le sens où tu pourrais naviguer entre guillemets d'un jeu à l'autre, par exemple de passer de FIFA à Fortnite, à Baldur's Gate, en étant toi, Ou même personnage, des concerts, hein, ou même partir dans un concert, une expo. Mais même sans, ouais, c'est ça, même sans aller sur la mais c'est pour ce concept-là, c'est pas genre aller à l'école, aller. Alors si, pourquoi pas, pour travail. l'accessibilité, ça peut être des cas d'usage On parlait d'emploi. intéressants, mais demain je le vois pas remplacer les interactions que tu peux avoir physiquement avec les gens. C'est-à-dire que même si tu es dans une situation où tu as du motion gaming, où tu es en capacité de te déplacer dans un espace, et Mathieu en parlera je pense avec beaucoup plus de précision et d'anecdotes que moi, je veux pas que, en fait, j'aimerais pas pour l'espèce humaine en général que ça devienne une alternative, un moyen facile d'accéder à des choses que tu pourrais faire en fait en temps normal, sans avoir à te connecter à une interface numérique. De la même manière que tu peux marcher pour aller à la boulangerie, pourquoi prendre ta voiture, tu vois? Parce que tu peux te faire livrer en drone. Incroyable. Incroyable. Bah, tu vois, c'est drôle parce que je vais être assez en opposition avec tout ce que tu dis, et il y a aussi des choses qui montrent qu'on est même limite assez en opposition avec ce qu'on pense nous-mêmes. Je vous donne un premier exemple pour déjà... Bon, alors, je vais commencer par le début. Le métavers n'est pas mort, il est pour moi en hibernation. Il a été très vite remplacé parce qu'en fait, c'est un peu comme... en ce moment, on vit un peu comme une trend. Oui, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'une trend vient en chasser une autre. Et le métavers a peiné à convaincre parce qu'en fait, de un, il n'y avait qu'un seul acteur qui y croyait et c'était Meta. Et Meta, c'est un peu le chétan du monde entier. Donc, c'était pas le meilleur, on va dire, porte-parole pour ça. Un petit peu aujourd'hui, hein, comme la voiture électrique avait été portée par Elon Musk. Et heureusement que Elon Musk, il n'était pas dans les mêmes, on va dire, conditions, dans le même état de fait de l'époque où il était autant engagé politiquement, parce qu'il aurait été le très mauvais porte-parole de la voiture électrique au final. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends le même état de fait de la Tesla qui commence à buzzer et tu mets le Elon Musk d'aujourd'hui à l'époque, je pense que ça commence à être un problème. Après, juste sur ce que tu as dit sur le comment dire, méta, le chétan par rapport au métavers, je pense qu'aussi ça a peiné à convaincre parce que les démonstrations étaient Bien sûr. Quand tu regardes les graphismes... Oui, c'est pas Ready Player One, c'est la Wii. C'est vraiment ça, quand tu vois des pour dire ouais, c'est une réalité crédible. Non, la flemme. Et pour moi, c'est là où, par exemple, l'IA a remplacé beaucoup plus vite, c'est qu'il y a eu des cas d'usage concrets pour l'utilisateur moyen. Oui, bien sûr. Tu poses une question, tu réponds, tu vas direct ce que ça fait. Trop vite. Le métavers, entre le matériel qui est nécessaire et les possibilités offertes du truc pour les non-initiés, c'est beaucoup plus compliqué de convaincre. Mais c'est là où maintenant, je vais en venir sur un truc qui est un petit peu catastrophique. Je suis désolé de vous le dire, les gars, mais je suis désolé. En fait, tous nos intentions, tout ce que tu viens de dire là sur le fait de moi, je préfère les relations réelles, moi, je veux sortir, machin et tout. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Et j'ai un exemple criant à vous donner. Encore une fois, je regardais les infos, je crois que c'était avant-hier, il n'y a pas longtemps, sur BFM, je vais le citer. Oh la vache, il regarde BFM. Ouais, le matin et tout. Tu regardes C8 ou pas CNews? Non, pas ça. Pas de ça chez WAM. Mais blague à part, ils ont fait un constat hyper dramatique. Tu sais, aux États-Unis, on le voit souvent dans nos séries et tout, il y a le diner, tu vois, le lieu où les gens souvent viennent pour manger. Dans les séries, on les voit tout le temps dans des diners. C'est l'endroit un petit peu où l'Américain va se confronter aux autres. En plus, il fait quelque chose, comme le disait BFM, d'assez intime. Tu manges, donc c'est quand même tu prends un café, c'est très social. Voilà. C'est très... Et ben, les diners sont en train de fermer les uns derrière les autres. Pourquoi? Parce que les gens ne sortent plus. On a connu un petit peu aussi, alors c'était pendant la pandémie, je pense qu'aussi on est un petit peu une exception, mais la crise du cinéma, où les gens vont de moins en moins en salle. Ah ça y est, là, 2025, il y a une meilleure audience qu'avant le Covid. Bien sûr. Attention par contre, comme je te disais, je crois qu'en France, on est un petit peu aussi une exception. On est des cinéphiles, ouais. Peut-être qu'aux US un peu aussi, mais en tout cas, on fait un constat dramatique, c'est que l'humain sort de moins en moins. Avec le monde qui nous entoure et l'anxiété que ça provoque, on a envie de rester chez nous parce qu'on est dans un cocon, où on est à l'abri. Et c'est un petit peu malheureusement le constat qui est fait. Et tu voulais me dire un truc? Par rapport au cinéma, en fait, le constat, c'est aussi que moi, quand je vais à un film au cinéma, je veux l'expérience audio, vidéo, je veux le popcorn, je veux tout ça. Par contre, les mecs qui font les zouaves, là,
dans les salles de cinéma. Moi, c'est ça qui me rend fou. Aujourd'hui, j'ai le bon son chez moi, j'ai la bonne télé. Voilà. Je peux louer le film à 7 € si j'ai envie de le louer. La place à 20 € au cinéma. Tu parles des gens qui vont voir Minecraft et qui jettent du popcorn sur les gens. Alors ça, c'est une dinguerie. Moi qui étais un joueur de me rend fou. Minecraft, alors j'ai pas vu le film Minecraft et j'ai pas compris pourquoi spécifiquement ce passage. Mais parce que les gens sont des tocards, en fait. L'anecdote. Point, c'est fou. Pourquoi pensez aux gens qui vont nettoyer vos merdes derrière. Vous faites ça pour avoir 3 likes sur Insta. Bande de... Bon allez, excuse-moi. Mais moralité, même si, entre guillemets, tout nous pousse à dire ouais, on veut une vie dehors, une vie plus réelle, plus machin, plus on avance, Et il y a le plus côté on s'informe. climatique. C'est sûr. Et il y a le côté climatique, sur lequel, moi, tu sais, on en avait déjà parlé dans un de tes Bien sûr. podcasts, La Fibrotech, paix à son âme. Mais à La Fibrotech, où on en avait parlé, ça risque d'être un élément. Mais quoi qu'il en soit, tout porte à montrer que de plus en plus, les gens sortent de moins en moins de chez eux. Il y a... Bah, quand ils ont le confort, c'est sûr que ça peut même, être il y a impactant, mais l'anxiété. bon. Ouais, il y a l'anxiété, mais si tu vis dans un environnement que Le monde je veux dire, part en il y a plein de personnes qui Mec, qui le monde habitent, part en vrille. Les gens ont peur. Oui, mais au-delà de ça, quand t'habites dans un 4 mètres carrés, bon, t'as envie de sortir. Mais T'es parisien, les gens tu ont sors. peur. Et pour étendre le truc, il y a aussi un contexte économique, c'est-à-dire que les gens sortent pas peut-être parce qu'ils ont moins d'argent. Donc quand t'as acheté Ouais. le PC, Ouais. t'as le jeu, bah tu vas le souder le plus possible. Tu Et vois, je comparé à... Encore une fois, je reprends mon Je exemple, suis mais d'accord. le film loué ou l'accès à YouTube, même avec des pubs, c'est une alternative crédible aujourd'hui à la place de cinéma. Même l'abonnement, j'en connais de moins en moins, j'en connais beaucoup plus qui ont résilié leur abonnement avec leur carte pour aller voir des films régulièrement, même s'ils sont très cinéphiles. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'on est sur un constat et que c'est un constat qui est dur à avaler, qu'on essaie de repousser de toutes nos forces. Et je crois que le jour où Meta ou un autre, parce que je suis pas le fils de Meta, eh bien arrivera à nous proposer une expérience où moi je le vois, hein, j'ai testé franchement un jour. Il faudrait qu'on se le fasse vraiment un jour pour vraiment en débattre. Faire une réunion, Faire un une- truc. Même un Le big podcast screen. en VR, on Un est tous big- là dans non, notre canapé. ou même pas big screen, tu vois, tout simplement, c'est le cinéma collaboratif, c'est-à-dire qu'on Ouais, se connecte, j'ai fait ça. on va sur une salle tous ensemble, on se mate un film et vous allez voir qu'en vrai, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait l'expérience la plus premium du monde, mais c'est là et ça marche. Et moi, à chaque fois que j'y vais sur ce truc-là, qui est un peu un truc qui rassemble pas les foules, il y a toujours quand même des gens. Il y a toujours des gens qui se réunissent, qui discutent et qui parlent. Et je pense que sur plein de choses, on va pouvoir comme ça projeter un petit peu le fait de vivre dans ce fameux métavers. Et tu parlais de multivers. Et encore une fois, là où je suis un peu moins d'accord avec Rewan, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'en fait, en voulant calquer Ready Player One, on faisait fausse route. Aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme, aucun usage précis qui montre que faire Ready Player One, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de différences. Amazon viendra jamais peut-être se mettre pour l'instant, en l'état actuel, sur, par exemple, Horizon Worlds, qui est le fameux métavers que veut faire Meta, un truc qui ressemble. C'est une plateforme sociale qui tend vers le métavers. Mais par contre, comme tu l'as dit, c'est là où, à l'époque, moi, je défendais pas cette théorie-là du multivers. Si il n'y aura pas un métavers, il y aura plusieurs métavers, où chacun va vous emmener là où vous voulez. Il y aura des passerelles. L'idée, c'est d'harmoniser ça à mort. Ouais. Mais tu iras chez le métavers d'Amazon, où tu iras tester les vêtements que tu vas acheter, tester les produits que tu voudrais voir. Tu iras dans le métavers d'IKEA, ou par exemple, pareil, t'imagines toi la force de, ok, tu veux aller en magasin, donc sortir, faire un truc, voilà, interaction réelle, tout ce que tu veux, et être chez toi et dire, je vais acheter un meuble, et pouvoir mettre ton casque qui sera en réalité mixte ou en réalité augmentée, et dire, voilà, il y a tel meuble chez Ikea qui m'intéresse, mais je voudrais voir comment il se placerait chez moi. Comment, si je le mets là, est-ce qu'il est trop grand? Est-ce qu'il est trop petit? Est-ce qu'il va pas du tout avec le reste de ma déco? Imagine le jour où tu as ces genres de cas d'usage qui montrent qu'au finalement, bah, en vrai, sors pas, frère. Il y a tout qui est là. Oui, c'est pas un acteur, Voilà. mais tu veux dire, toi, ta vision, c'est tous les acteurs confondus qu'on connaît aujourd'hui qui prépareraient leur plateforme C'est ça. et ensuite tout serait Et interconnecté j'ai envie par, de croire que par tout Internet. ça est déjà un petit peu prêt parce qu'on a déjà vu plein. Moi, j'ai déjà fait plein de trucs sur Walmart et trucs comme ça. Ouais, il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà Il présents. manque juste le hardware qui va bien. C'est-à-dire le hardware qui fonctionne bien. Et donc, là, on arrive, il y a Android XR qui arrive. Apple qui lâche pas l'affaire avec son Vision Pro, contrairement à ce que beaucoup croient. Il y a beaucoup de choses qui montrent que Apple n'a pas lâché l'affaire. Tim Cook, omnibulé par l'arrivée des lunettes. C'est Bien devenu sûr. son truc. Apparemment, genre l'iPhone et tout, maintenant, ils sont en bas les reins. Quand tu vas lui voir pour parler avec lui, si tu viens pas parler de lunettes, j'ai lu des articles qui parlent de ça. Hein. Des gens en interne qui diraient ça. Donc, on arrive vers ça. Et en fait, malheureusement, si tu prends la conjoncture de le monde actuel qui fait un peu flipper,
Les gens ont peur un peu de sortir. Être chez soi, on est dans un confort, on est bien, on est à l'abri, on se sent bien. Que tu peux amener les gens physiquement, virtuellement, pardon, à toi pour partager un film, pour parler de plein de choses, faire des réunions, faire tout ce que tu veux. Que tu peux ramener tes magasins préférés, tes trucs chez toi. Il y a Sephora qui fait un truc actuellement avec le smartphone et l'AR où tu peux tester, genre, je sais pas, ton rouge à lèvres ou tes trucs comme ça. Tout ça, si tout ça arrive, bah, en fait, t'as gagné, quoi. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un état, pour terminer juste moi sur ce point de vue-là, qu'on est dans un état où on veut se convaincre que non, on veut du vrai, on veut du palpable, on veut sortir, on veut échanger avec les gens. Et je fais partie des premiers, et j'espère que d'ailleurs, hein, la vision que j'ai, c'est pas la bonne. Mais tout montre petit à petit dans nos interactions, dans le truc, qu'on sort de moins en moins et qu'on aime être dans notre cocon chez nous. Donc, l'idée, c'est de faire ramener les services chez nous. Et la technologie, quand tu te l'appropries, en fin de compte, tu te rends compte que, comment dire, c'est des éléments sur lesquels vous achetez. Aujourd'hui, quand tu achètes un téléphone, tu l'achètes pour la gueule qu'il a ou pas? Ou pour les fonctionnalités? L'ordinateur? Non, le téléphone, bah même l'ordinateur. Je veux dire, mis à part un Mac. Moi, le design, c'est important, ouais. En fait, il y a 3 points pour moi. Il Ouais. y a le design, l'écran, et j'ai oublié le 3e point. Les fonctionnalités, peut-être? Non. Non, tu t'en fous. C'est-à-dire que tu achèterais un iPhone parce qu'il a un bel écran, parce qu'il est beau, mais si le reste de Là, ce tu qu'il vois, propose n'est attends, pas... Bah, je peux te donner un exemple concret. Il y a Jérôme oui. Kaimborg, j'ai vu une vidéo là il y a pas longtemps. Il est considéré comme étant pro Apple et tout ça, machin. J'ai regardé une de ses vidéos où il commence à dire putain, je commence à vriller parce que Apple prend tellement de retard sur l'IA avec Apple Intelligence et Siri que de plus en plus, il a testé du Pixel avec Gemini qui est tellement bien intégré dans le smartphone qu'il commence à vriller un petit peu. Il commence lui-même à se dire. C'était ça plutôt. Et en fait, faut le voir comme tu ça. passes au stade de comment dire, où c'est tellement bien intégré que tu oublies en fait que c'est une fonctionnalité supplémentaire, tu oublies que c'est un objet qui est numérique Oui. au-delà d'être juste un objet physique et ça devient tellement bien intégré dans ton écosystème, dans ton environnement que tu l'as, comment dire, l'usage fait partie Oui. de ce que de l'énergie que tu es en train de donner à ta pièce et qui Et contribue je dirais du même coup, qu'il au anticipe, confort. qu'il anticipe tes besoins. C'est-à-dire que imagine, toi, tu as un téléphone qui est capable presque d'anticiper ce que tu vas lui demander ou ce que tu veux faire. Et que tu passes plus des commandes en disant bah, je veux cliquer ça parce que je veux ouvrir tel truc ou tel truc, qu'il arrive à vraiment, un peu comme par magie, à chaque fois, être au bon endroit, au bon moment, sur la bonne fenêtre, la bonne appli. Et ça. c'est vrai que c'est un accent aujourd'hui qu'on voit de plus en plus monter. Au-delà du côté virtuel, l'immersion en fait dans un autre univers. Aujourd'hui, pour revenir un petit peu au concret, quand la technologie devient invisible, on parle de plus en plus de design calme. C'est le 4e point que je voulais aborder avec vous, parce que je pense que c'est l'une des tendances qu'on voit de plus en plus aborder, au-delà du coup du côté virtuel. C'est vraiment le retour au concret, mais en même temps, avoir un petit peu ce retour au calme. C'est vrai que c'est un truc qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, avoir un peu une temporalité différente où en fait le meilleur de la technologie, c'est celle qui s'efface dans le décor, mais qui reste prête à intervenir quand on en a besoin. J'en ai un exemple très très concret là-dessus. Rappelle-toi quand les voitures, elles sont, comment dire, les premières voitures qui ont commencé à intégrer du numérique dedans. C'est-à-dire que on est tous les deux passionnés d'automobile. Si tu te rappelles, pendant les années, je crois que c'était début 2000, tu avais le GPS. Le GPS n'était pas tactile, donc tu avais ta console pour gérer ton GPS. Et encore, le GPS, c'est une option assez haut de gamme. Et comment dire, quand tu avais réussi, tu avais une belle voiture, mais tu avais une voiture qui était pétée de boutons. Ouais, Tu avais des partout. consoles qui ont hyper mal vieilli. Aujourd'hui, c'est dégueulasse, mais tu avais des boutons à plus savoir quand en foutre entre l'autoradio, entre les clics pour les rétros, les trucs chauffants, machin. Et donc aujourd'hui, on a passé le stade d'avoir des boutons. Pourtant, on a des voitures, je prends l'exemple de Tesla, qui n'ont jamais eu autant de fonctionnalités, autant d'intégration numérique informatique dans le véhicule. Pourtant, plus de boutons. Tu as le clignotant, tu as les phares, et le reste, c'est du tactile. Et on est revenu sur le design dont tu parlais, le design très très épuré, où il n'y a rien. Et c'est marrant parce que cette notion de design calme technologie, c'est un concept qui remonte aux travaux de Mark Weiser et John Seeley Brown dans les années 90. C'est sûr que c'est pas une notion qui est récente, hein. On parle de minimalisme, on parle de Bose, on parle de less is more. C'est un truc qui existe depuis très très longtemps, mais globalement en fait ce qu'on commence à se rendre compte, c'est que le nouveau luxe, c'est plus forcément des marques avec des produits avec des marques apparentes ultra badgés machin. C'est plus des écrans, des ordinateurs, des produits tech avec des LED, des écrans flashy. C'est des produits
qui sont intégrés dans l'habitat, que ce soit dans le mobilier, mais c'est aussi des produits qui sont des objets esthétiques et minimalistes qu'on peut emporter avec nous. C'est aussi en fait dans notre numérique une interface plus douce, hein, on l'a vu avec du Nothing par exemple, du Google qui Apple tend à qui fait ça s'alléger, très bien, du Apple, où vraiment on va se concentrer sur l'essentiel, une présence discrète mais avec des fonctionnalités puissantes et une techno qui est ambiante, qui écoute, qui réagit, mais sans s'imposer quoi que ce soit. Après là, tu parlais de ces mecs-là qui faisaient ça déjà depuis les années 90. C'était peut-être pas récent, mais c'était très avant-gardiste, tu vois, parce que ça a été à contre-courant de ce que l'époque voulait, quoi. Exactement, Raywan en parlait très bien avec les trucs avec les boutons, mais ça a toujours été le cas partout. Rappelez-vous des télés, des magnétoscopes à l'époque, c'est des boutons partout, des trucs à gauche, à droite et tout. Et c'est vrai que le minimalisme apporté notamment avec Dieter Rams chez Braun, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vrai qu'on retend, je trouve, à ce truc-là un peu plus simple, un peu plus juste dans la tendance esthétique. Et t'as le niveau, comment dire, minimaliste au niveau du design, juste visuellement, l'objet qui est assez lisse, qui est assez épuré et tout, mais t'as tout ce qu'il y a derrière, le gros bouton qui claque quand tu mets, je sais pas, le CD ou quand tu éjectes la cassette, tu vas avoir les petits bruits de fonctionnement de l'appareil, toutes ces petites choses-là qui, aujourd'hui, ont été remplacées par de l'écran tactile, par du retour haptique, par toutes ces petites choses-là qui font en sorte de oublier que t'es derrière devant des merveilles de technologie, des merveilles de puissance et de fonctionnalité, et qui te, comment dire, en fait, le mot est très bien choisi, c'est vraiment du design calme, c'est grosse puissance, grosse fonctionnalité, mais petite présence. Et surtout, même qu'on voit dans les interfaces, tu vois, tu as certes des boutons tactiles, mais si tu veux du minimalisme, tu peux les faire disparaître. On voit souvent des interfaces où on voit des boutons, et quand on clique dessus, elles vont se cacher, elles vont disparaître pour laisser vraiment le côté très sensitif aussi, voilà. Où tu as vraiment plus de boutons physiques, où tu passes, ça s'ouvre. Enfin. Ouais. C'est marrant ce que vous dites, parce qu'en fait, on est vraiment sur une réponse limite culturelle. Il y a une stat que j'ai trouvée, c'est qu'en moyenne, un utilisateur consulte son smartphone plus de 80 fois par jour. Et ça me paraît pas tant que ça, 80 fois en plus. Hein. Ah, c'est quand même énorme. Hein. Consulter, c'est-à-dire que tu le prends, tu le regardes, tu fais un truc. 80 fois sur une journée de 12 heures, ça fait moins de 10 fois par heure. Ça fait 8 fois à peu près. Moi, ça me paraît pas énorme. En tout cas, je suis clairement dans la moyenne très haute. Ouais, ce qui est sûr, c'est que entre les notifications, les interfaces, le sound design qui t'agresse, on est vraiment sur du stress limite digital où en fait on a envie de se détacher de plus en plus de ça. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on en parle dans le podcast. Justement, on veut retrouver cette technologie un peu plus calme. À notre service, pas avoir un petit peu du silence de l'interface. Ouais. Après, comme tu dis, je pense qu'on continue quand même de traverser une époque où il y a le fameux fear of missing out, le fameux rater quelque chose. Il faut pas que je rate l'information. Il faut pas que c'est sûr. Tu vois, dès que tu te déconnectes un peu, tu dis est-ce que j'ai raté une dinguerie. Il y a aussi ce truc-là, et je pense que il y a aussi un épuisement. Hein. On le voit. C'est un épuisement. Pour parler un peu réseaux sociaux, typiquement, je pense qu'on arrive bientôt à un croisement où on pourrait peut-être voir carrément l'inverse. Les gens ne plus être sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une fatigue chronique de tout ça. Mais je vais te dire, honnêtement, et je le dis très humblement, si aujourd'hui mon travail c'était pas sur les réseaux, je pense que mon téléphone serait beaucoup moins utilisé qu'aujourd'hui. Je utiliserais beaucoup moins Instagram qu'aujourd'hui, beaucoup moins YouTube qu'aujourd'hui, parce qu'en fait aujourd'hui c'est mon métier, et au-delà de mon métier, clairement, moi aussi je me perds sur les réseaux, moi aussi, je suis un humain comme tous les autres, hein. Je vais pas vous sortir de mytho. Et tu m'envoies un milliard de trucs, mais au-delà de ça, je pense que sincèrement, si j'avais pas cette approche, cette proximité avec le réseau, parce que c'est mon métier, bah je serais beaucoup moins dessus. Et honnêtement, je pense que je serais aussi un peu plus heureux parce que je serais beaucoup plus connecté, tu vois. Quand je te disais tout à l'heure que j'étais dans la moyenne très haute, c'est parce qu'en ce moment, je te l'avais dit il y a quelques épisodes en arrière, c'est que moi, comme je suis en mode ascension, entre guillemets, j'essaie de performer sur YouTube pour en faire mon activité principale, je suis constamment sur mes chiffres. Ah oui. Et c'est effarant. Mais je sais que si demain, j'arrête tout ça, je vais redescendre. J'espère en tout cas, parce que comme je t'ai dit, des fois on arrive à se persuader, pardon, le bon terme, de choses que après en fait c'est viscéralement codé
comme un fumeur, tu vois. Ouais, bah oui. Il y a des fumeurs, au-delà même d'arrêter la nicotine, etc., le geste de fumer. Dans tous les cas, c'est faites le codé. test. Hein. Si vous nous écoutez, faites le test. Hein. Vous mettez le téléphone à un endroit, vous verrez un moment où vous voudrez choper quelque chose dans votre poche. Généralement, vous allez avoir votre téléphone dans la main, soit vous allez le faire tourner, soit vous allez regarder un truc. Enfin, en fait, le téléphone est devenu une extension de soi-même. C'est ça. Et même au-delà de ça, j'ai eu cette réflexion la dernière fois où je me suis dit, j'ai regardé mon téléphone et je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il est quand même beau. C'est un truc tout con, mais en fait, on n'apprécie plus l'objet en tant que lui, en tant qu'objet. Juste, c'est un outil qui nous permet d'accéder à d'autres choses. Mais bref, au-delà de tout ça, c'est vrai que le design calme en lui-même, c'est à mon sens la prochaine tendance, parce que au-delà de devenir une réponse culturelle à tout ça, à la fois de devenir un truc où on essaye de se désaturer un petit peu de tout le bruit sonore qu'on peut avoir avec les technologies, c'est aussi un moyen pour les marques de s'épurer, de retrouver un petit peu de mix entre l'invisible d'un produit et en même temps un petit peu de design. Je peux vous prendre l'exemple de Nanolive par exemple, qui propose cette solution d'éclairage un peu modulaire et intelligent où tu vas avoir ce truc c'est design, mais en même temps ça s'efface dans ton décor. Il y a une entreprise que je ne connaissais pas avant de travailler sur cet épisode qui s'appelle Mui Lab. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. C'est japonais et en fait ils développent des interfaces en bois minimaliste qui s'intègrent dans un environnement. Je vous prends un exemple, ils font différents produits, mais j'ai du mal à savoir si c'est encore si c'est un prototype ou est-ce que c'est vendu encore. Mais globalement, vous avez une poutre dans votre ancienne maison, vous aimez bien faire des petits traits pour mesurer la taille de votre enfant, et ben en fait, ils peuvent le faire numériquement. Donc t'achètes le morceau de bois mais qui a un écran e-ink intégré et tu vas pouvoir écrire dessus. Des trucs bêtes aussi, ils mettent un bandeau au-dessus du lit où tu vas pouvoir gérer tes lumières, écrire dessus. Enfin voilà, ils intègrent en fait cette technologie calme et harmonieuse finalement dans ton intérieur. On peut parler de Dyson qui allie vachement bien tech et design. C'est moins dissimulé, mais en tout cas, ils tendent à devenir un produit à la fois efficace et invisible, de par la techno, avec un purificateur d'air qui fait pas de bruit, un truc sans pâle. Enfin bref, voilà, ils arrivent vachement à intégrer ce truc-là. Il y a d'autres marques, il y a Balmuda, on peut parler de Fellow aussi. C'est moins tech, mais c'est dans le même usage. C'est une marque américaine qui fait du moule, qui fait des grinders pour le moulin à café, qui fait des bouilloires électriques. C'est très très design, très épuré, ça sert une fonction, mais en même temps c'est pas un truc qui est brandé, il y en a pas de partout, tu vois, ça gueule pas regardez, je suis un truc qui vient de chez Apple, je suis un truc qui vient de chez Samsung. Mais c'est le less is more en fin de compte, c'est beaucoup moins marqué en termes de fonctionnalité, enfin pas de fonctionnalité mais en termes de présence, mais pour autant la partie pure qu'ils ont gardée, si tu les regardes et tu dis ça a l'air d'être un produit qui pourrait appartenir à telle marque, parce qu'ils ont concentré leur identité dans un format qui est relativement restreint. Justement, est-ce que tout ça est pas les prémices aussi également d'un mouvement qui est déjà là, qui est assez silencieux, un peu niche on va dire, presque limite, parfois peut-être même un peu moqué, mais qui est finalement une tendance de fond, le retour du low-tech. Moi, je dirais même pas le retour en fait, mais l'avènement, on va dire. Et moi, je suis peut-être même persuadé dans mes projections comme ça, qu'il pourrait un jour y avoir, tu vois, nous on est des youtubeurs tech, on est là toujours à essayer de partager notre passion pour l'innovation, pour les nouveaux produits. Parfois, moi, de moi-même, je suis un petit peu dur envers ma chaîne. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait un peu un tunnel de produits et de sponsors et je me dis, est-ce que ta chaîne ne devient pas trop un téléachat? Bon, il faut que je paye mes factures, ça me ramène vite à la réalité. Mais en même temps, tu vois, j'ai besoin de mettre des sujets de fond dans ma chaîne pour garder quand même un semblant de choses qui comptent, en fait, que c'est l'humain, l'usage qui est là avant tout, que je suis pas là juste pour servir les produits, mais servir les humains et les usages et améliorer notre quotidien ou s'amuser avec l'innovation. Et je pense qu'un jour, peut-être potentiellement, on pourra avoir une branche de notre sphère YouTube Tech qui irait vers d'autres YouTubeurs ou nous, par exemple, qui prendront un virage dans nos chaînes en disant on veut du low-tech, on veut vraiment cette technologie qui revient à des choses simples, à des choses utiles, à des choses durables, à des choses réparables et accessibles. Je prends en témoin ici, après je te filerai la parole, parce que pour moi, tu es celui qui, dans notre groupe presque, qui représente le mieux ça. C'est toi, Rewan. Je peux parler du smartphone modulaire éthique Fairphone. Tu nous as parlé du framework également aussi. C'est peut-être le low-tech, tu peux peut-être le définir. C'est ça, c'est vraiment de rendre la technologie, comme je le disais, simple, utile,
durable, réparable et accessible, qui est pas dans le m'as-tu vu, qui est pas dans le j'ai 1 milliard de fonctionnalités. Mais c'est pas forcément le fait de reconditionner un téléphone existant, c'est peut-être dans la nouveauté, Non. récupérer un truc qui est hyper modulaire et plus accessible. Le reconditionner, quand même, comme tu le dis, c'est une part du low-tech, entre guillemets, de reprendre un produit, de lui redonner une seconde vie. Exemple, tu vois, genre ton vieil iPad que tu vas transformer en écran pour ta domotique, qui est plus capable de faire tourner des apps, mais tu peux te faire tourner une interface domotique et voilà, qui tu vas mettre dans ton couloir et qui va servir à ça en tant que cadre numérique aussi également. Bref, c'est un petit peu tout ça. Et on pourrait même aller un petit peu plus loin, que ce soit un vrai sujet de tendance de fond. Et il y a un truc que moi je verrais bien, et d'ailleurs je verrais bien même Rewan dans sa seconde vie professionnelle le faire, tenir ce qu'on appelle un repair café et recoller à ce qu'on disait, peut-être enfin réussir à vouloir sortir de chez soi, aller dans un café et ensemble se positionner sur j'ai un iMac, comme tu l'avais montré la dernière fois, j'ai un vieil iMac, l'écran fonctionne encore, venez on en fait un écran externe et on serait comme ça en communauté. Tiens, bah moi j'ai des compétences en soudage, je vais aider à l'atelier DIY de Rewan. Le café vegan réparateur durable. Exactement. Tu me sers un matcha. Hein. Ouais, c'est clair. De barbus et de bobos parisiens. Voilà, le vrai truc. Mais quoi qu'il en soit, utiliser des matériaux plus naturels, plus doux, comme tu le disais, du bois par exemple. Revenir à des choses comme ça un petit peu plus simples. Et je pense que peut-être c'est un peu le destin qui nous attend. C'est-à-dire que là, on est dans une période tellement faste de la tech qu'on va sans doute carrément avoir une espèce d'obésité, d'en avoir trop englouti et d'être fatigué par toutes ces sollicitations, par ce côté on va toujours anticiper tes besoins. Et à un moment, tu dis stop, quoi. Stop. Un peu de silence, comme tu le dis. Voilà, comme tu le dis avec cette tech silencieuse. Et c'est aussi ramener l'appareil à sa fonction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous des smartphones dans la poche. Est-ce que techniquement, tu as besoin vraiment d'avoir accès à l'information H24, comme tu le disais? Ou est-ce qu'un 3310 d'époque, ça pourrait très bien convenir à son usage pour appeler, envoyer des SMS? Eh ben, tu sais quoi? En vrai, c'est devenu tellement ouf qu'il n'y a pas longtemps, je regardais, je crois que c'était sur Quotidien. Tu vois, je fais des drop names d'émissions aujourd'hui. Et il y avait un acteur connu là qui était là pour un film, donc j'ai oublié, tu vois, le mec qui est connu, mais j'ai dû oublier. Johnny Depp, mais bon. Non, c'est un acteur américain et il disait que en fait, il avait pas de smartphone. Et en fait, c'est drôle cette réaction qu'on a, c'est que autant des gens diraient ouais, il est bizarre lui, comment il fait, ouais, c'est un truc de ouf. Et moi, j'avais plutôt une réaction de dire la chance. Putain, il est trop fort le mec. Tu sais, tu as de l'admiration en se disant mais moi je pourrais pas quoi. C'est devenu un effort mental. Et parce que tellement le difficile. smartphone c'est tellement une extension de nous-mêmes, on en parlait. Ouais. Et puis s'il a des gens qui les payent, et on vit connecté. C'est-à-dire qu'on vit connecté. Et de croire que le mec aujourd'hui il ne fait que passer par des SMS, tu vois, typique, normal, ou par des appels. Voilà. Moi, par exemple, c'est un genre de truc que je déteste dans la technologie, c'est qu'aujourd'hui, on est passé au tout chat. WhatsApp, on s'envoie de l'écrit et tout. Et moi, je trouve que quand des discussions s'éternisent trop en l'écrit, non, appelle-moi frère, viens, on discute, on se pose. Je suis assez d'accord. Moi, SMS, c'est des trucs un peu basiques, machin, et appel quand j'ai besoin d'avoir une info directe. Ou que je sais que ça va prendre un peu de temps. Mais pour revenir au sujet du low-tech, je sais que tu as aussi le part de ramener l'objet à son usage primaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une pub pareil pour un produit qui s'appelle Minimalist, qui est en fait un smartphone pareil. Alors, prenez le format d'un BlackBerry, c'est-à-dire clavier AZERTY avec des vraies touches, écran e-ink, mais dessus, tu peux faire appel, SMS, email, mais tu n'as pas d'agenda, mais tu n'as pas de réseaux sociaux, tu n'as pas tous ces trucs-là. C'est un OS propriétaire. Mais c'est en gros, c'est un écran e-ink. L'essentiel, quoi. Une autonomie de ouf, mais ça remplit la fonctionnalité du smartphone. Un poil étendu, puisque tu as quand même tes mails et tu as quand même ton agenda, mais tu n'auras pas de. En fait, la promesse, c'est que tu n'as pas de distraction dessus. Et rappelez-vous aussi également que le low-tech va aussi également nous libérer de l'emprise qu'ont les GAFAM, ou en tout cas ceux qui prennent nos données sur nous. Et c'est là où je sais pas si je suis le meilleur exemple, parce que moi, effectivement, j'ai l'aspect plutôt utilisation bricoleur, éthique, bricoleur et puis éthique de l'appareil, c'est-à-dire que je vais essayer de vraiment l'user sa mère avant de m'en débarrasser, ou si je dois m'en débarrasser, d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Mais par exemple, toi, t'as un lecteur pour tes vinyles, t'as le tourne-disque, ou quand t'as envie de mettre de la musique, t'es pas obligé de prendre ton téléphone, de mettre le AirPlay sur la télé ou sur les enceintes. Tu prends le temps de sortir ton petit vinyle. Je pense qu'on fera un épisode dédié là-dessus, parce que je trouve que le retour des produits rétro, entre grosses guillemets, rétro,
Je trouve que c'est hyper passionnant et un vrai sujet de fond. Mais du coup, toi, ta position sur le low-tech, est-ce que tu penses que c'est que ça va rester toujours un truc, parce que ça existe déjà, hein, c'est de la niche en fait, ou est-ce que tu penses que ça va quand même être une tendance de fond ou pas? Comment tu le perçois, toi, de ton côté? Je trouve ça intéressant. Le problème, c'est que, à mon sens, l'être humain, il est très très attiré par la nouveauté. Et clairement, j'en fais partie de fou. Hein. Ouais. Dès qu'il y a un nouveau truc, j'aime bien l'avoir. Et puis surtout, aussi, c'est invisibilise, comme on est en train de le dire. C'est-à-dire que si en plus le truc prend plus de place et il se fait très naturellement et on le voit plus, ça peut être aussi un truc qui va à l'encontre un peu du low-tech parce que c'est plus un objet, quoi. Et je vais même aller plus loin parce que tu as dit, le terme que tu as utilisé, c'est tout va aller vers la nouveauté, mais j'ai envie même de dire tout va aller vers le pratique, en fin de compte. Ouais, ouais. Tout est un clou pour qui a un marteau, tu vois. Si demain, le succès de Beurre, c'était j'ai la flemme d'aller chercher mon repas, donc je vais me faire livrer le repas par quelqu'un d'autre. La promesse de Netflix, c'est je ne veux pas aller acheter mes séries au supermarché, donc je vais la louer. On revient au point de tout à l'heure de On sort Mathieu. plus de chez soi. Avec on ne sort plus de chez soi. Mais c'est en fait, quand on te livre quelque chose comme ça de plus pratique, pourquoi est-ce que tu garderais le fait de se lever, d'aller chercher ton vinyle et de le placer sur ton tourne-disque plutôt que toujours dans ton canapé avec ton Pour téléphone dans la l'expérience, poche? je pense. C'est ça. C'est à mon sens, C'est pour créer un moment. C'est pour Ouais. l'expérience. C'est un moment. En fait, tu consommes pas. Pour prendre l'exemple du vinyle, tu consommes pas de la musique de la même manière. Je suis tout à fait d'accord. Moi, les 3/4 du temps, 80% du temps, je vais mettre de la musique avec mon téléphone, avec Apple Music. Parce que je suis un flemmard, parce que c'est plus pratique, parce que je vais piloter ça à la voix et que voilà, Et ça va puis être en pratique. plus, tu as cette satisfaction d'avoir mis tout un écosystème en place. Ouais, voilà, tout qui marche bien, fonctionne, tu te dis, vas-y, c'est invisible, c'est un ça bonheur, marche, quoi. en un bouton, ça y est, c'est T'es fait. sur toutes les pièces, t'as le son sur toutes les pièces. Exactement. T'as plein de trucs. Maintenant, quand tu veux, quand je passe en mode vinyle, tu rentres dans une sorte de bulle où en fait tu vas te poser, tu vas apprécier le moment. Limite, c'est le moment dans les séries américaines où le gars il va sortir son verre de whisky, il va se poser. C'est le et mood, voilà, tu t'es c'est créé le- c'est un mood. Et sans parler du son caractéristique qu'a le vinyle avec ce petit craquement. Avec le grain, le Voilà. craquement que tu vas retrouver. Mais pour moi, c'est un peu de la Madeleine de Proust. C'est un truc que tu vas chercher. Et puis ouais, c'est un truc qui est palpable. C'est une musique que tu vas choisir toi. C'est pas un truc où c'est une playlist automatisée qui Ouais, qui bien va et vient. C'est tu choisis ce disque pour ce moment parce que tu veux vivre ce moment précis. Et je trouve Et hyper tu veux important. déclencher cette émotion-là précisément. Même débat qu'on avait eu sur le livre et la liseuse, par exemple. Je sais que la liseuse, Complètement voilà, même débat. je l'ai pour les transports, pour quand je me déplace, etc., pour avoir le côté pratique d'avoir ma bibliothèque dans ma poche. Mais quand tu te poses et que tu as la sensation du papier, que tu te poses sur le canapé, pareil, moment petit whisky, petite musique en fond, machin, t'apprécies pas le moment de la même manière, en fin de compte. Tu consommes pas le contenu, mais l'instant que tu viens te créer est finalement aussi important que l'activité que tu es en train de réaliser. Finalement, je voulais vous parler d'un 5e point, une 5e tendance, et on a pu en parler plus largement dans le précédent épisode, donc je vous invite aussi à aller l'écouter parce que vous connaîtrez bien plus de détails, mais c'est vrai que pour moi, le design calme et la domotique invisible, c'est comme deux branches d'un même arbre. C'est celui d'une technologie plus humaine, plus discrète et plus intégrée dans notre environnement. Plus notre discussion avance, plus je me rends compte que le fait qu'une technologie soit intégrée, c'est vraiment ça en fait pour moi notre futur en tant qu'être humain. C'est ce qui agglomère un petit peu tous les sujets dont on a pu parler. Et pour moi, la domotique invisible, ça fait vraiment partie d'un vrai confort, celui qu'on voit pas, qu'on ressent, qu'on vit mais qu'on voit pas, et c'est tellement appréciable au quotidien parce que vraiment tu peux automatiser. Bon, je sais que Mathieu est un peu moins friand de ça, en tout cas moins utilisateur de ça, mais c'est vrai que en fait le fait d'alléger sa vie par la technologie, c'est un point que je trouve très important qui existe déjà actuellement et on a pu en parler du coup dans le précédent épisode, mais en même temps c'est une technologie qui va vachement se développer avec l'aide de l'IA, avec l'aide de produits, et le fait qu'un produit par exemple inspiré du design calme deviennent invisibles mais en même temps ultra contextuels, intégrés dans le design d'intérieur de notre maison, ou bien qu'on pourra céder éventuellement de produits comme de lunettes ou de casques pour enlever justement ces distractions visuelles, ce bruit ambiant avec les télés, avec les enceintes, et avoir un retour au calme avec finalement une déco d'intérieur uniquement basée sur de mobilier, et la technologie elle viendra apparaître contextuellement à travers une interface ou bien simplement à travers du produit en design calme sur un meuble qui est intégré avec de la tech. Ou un capteur qui va faire une action sans que tu aies besoin de le faire. C'est ça, ou un capteur intégré via la domotique. Ça, je trouve ça incroyablement fou, et pour moi, on va vraiment tendre vers ça. Il y a une satisfaction de se dire que tu as un appareil qui va remplir sa fonction, mais que tu l'oublies, en fin de compte.
L'exemple évident, c'est tu marches dans un couloir, la lumière, elle s'allume parce qu'il Le n'y a pas de capteur de lumière. mouvement. Voilà, c'est la base. Mais tu pourrais très bien avoir le cas de demain. Ton réveil, il sonne parce qu'il s'est programmé automatiquement sur ton agenda pour que tu sois prêt, parce qu'il sait à quelle heure tu te prépares, et combien de temps tu mets à te Et ta cafetière qui préparer. s'allume. Ta cafetière ou ta bouilloire qui s'allume, les stores qui s'ouvrent, ton actualité qui se lit automatiquement sur ton agent IA, ton appareil, ton Google Home. Ou tout dans ça. ta glace carrément. Ou tu sais, sur ton tu miroir branches sur ton connecté, miroir, c'est c'est ça. Et puis demain, intégré à l'IA, on en parlait du coup dans le précédent épisode que je vous invite à écouter. Mathieu en parlait très bien. Après, la maison, elle devine. T'as plus besoin de te faire chier à créer des trucs. La maison devine pour toi. Tu dis rien, tu fais rien, elle sait. Parce que c'est ce moment-là. Tu l'as prévu, tu l'as planifié. Et on en est là. Finalement, la tech fera bon ménage, quoi. C'est l'instant recommandation. C'est l'instant recommandation. Messieurs, on est arrivé à ce moment-là. Déjà, merci pour cette conversation palpitante, passionnante. C'était un vrai plaisir, mais on en parlera dans l'outro. L'instant recommandation, vous le savez, on est trois recommandations, que ce soit film, série, livre, peu importe tout ce qui nous passe par la tête. Mathieu, tu veux commencer? Ouais, je vais faire le forceur. C'était pas prévu au programme. Pourquoi Mais il vous fait allez ça voir. tout le temps? Ouais, il y a un twist. Il y a un twist. Oliver? Peut-être. J'ai envie de crever. Je laisserai les gens juger. Vous pouvez juger fort dans les commentaires. C'est un jeu VR, encore une fois, dans le casque. Mais c'est un jeu qui me touche particulièrement. C'est Détective VR. En gros, on incarne un détective qui est chargé de résoudre une enquête un petit peu complexe qui est découpée en plusieurs chapitres. Il est petit, la nonna barbare ou pas? Écoute, c'est un peu vraiment le Cluedo, mais version pas jeu de société, plutôt en réel. Et donc, ça fait pas. C'est une enquête qui se déroule en mode réalité mixte, et donc qui va se mélanger à ton salon et tout ça. Et tu vas avoir ton petit tableau où tu vas rejoindre, tu sais, les fils entre les personnages. Et, le tableau fil rouge, là? Ouais, tu vois, où t'auras les gens qui seront avec des punaises, voilà, qui seront affichés. Et tu vas dire, je connecte tel témoignage avec tel personnage et tout ça. Et en gros, tu dois essayer de résoudre cette enquête. Hein. C'est un jeu qui est pas très long, qui a 13 séquences, qui dure entre 4 et 6 heures en fonction de si vous êtes balèze ou pas. Et en vrai, c'est un jeu qui est fait par un studio français marseillais, avec qui on a pas mal connecté de notre côté avec mon équipe. Là, tu sais, on a notre live le lundi soir à XR360. Et ils se sont vraiment pris la tête pour faire un jeu qui est inspiré des œuvres comme Obra Dinn, Immortality ou Minority Report aussi. Très bon film, voilà. allez le voir. Hein. Et pour vous dire vraiment à quel point c'est un tout petit studio indé. Hein. Et franchement, ils se sont pris la tête parce qu'ils ont tout fait en motion capture avec des vrais acteurs du coup. Et pas n'importe qui. On a 6 acteurs professionnels qui sont issus notamment de jeux. Un des jeux que j'adore, Detroit Become Human aussi. Il y a un des acteurs de Detroit Become Human qui est dedans. On a aussi des acteurs de la série The Crown, pour ceux qui connaissent. Ou même de Doctor Who aussi également. Donc c'est eux qui ont incarné les personnages pour faire les motion capture. Et en fait, le jeu, il est sorti il y a un petit moment déjà, début d'année, je crois. Donc, c'est pas forcément un truc tout frais. Et si je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'ils viennent de déclencher une mise à jour qui date au moment où on enregistre le podcast hier, le 24 avril. Et donc, il a apporté un truc qui est très important pour nous joueurs de VR et qui se fait très rare. C'est le doublage français. Voilà. Je pensais que tu allais dire un écran, un clavier, un souris, mais... Non. Donc, tout est dans un casque. Tu vis l'action, tu vis le mood. Et pourquoi je vous en parle? Parce que ce jeu est devenu pour moi numéro 1 dans mon cœur de tous les jeux vidéo. Wow. Ça paraît ambitieux, hein. Ok. Pourquoi? Parce que je ne vous l'ai pas dit justement avant cette émission pour justement avoir votre réaction en direct. Le studio, on connecte tellement bien. Et moi, j'essaie de les aider à ma petite échelle. Tu vois, j'essaie de les connecter avec des gros médias pour voir s'il y a moyen qu'ils aient au moins un papier pour mettre le jeu un petit peu en lumière, parce que c'est difficile. C'est un mec qui a mis tout son oseille là-dedans. C'est 200 000 € de prêt à rembourser. Donc, je te laisse imaginer un petit peu les sueurs froides. Il vient d'avoir un bébé, donc ça doit te parler aussi également. Donc, tu vois, il a mis les billes sur la table. Mais moi, personnellement, je suis touché par ce jeu-là parce qu'en fait, il m'a proposé d'avoir une voix dans ce jeu. Non, incroyable. Voilà. J'ai un tout petit personnage qu'on voit pas du tout. C'est un échange téléphonique, c'est 3-4 phrases. Mais moi, ça a suffi à mettre un banger dans ma vie. Et il nous le faut sur le post Bubble. Hein. Bah écoute, en fait, j'ai carrément enregistré le truc parce que du coup, aussi, je fais un petit big up à mon agent Maxime et tout. J'avais déjà prévu dans l'idée, mais il m'a dit, il faut que tu fasses une story de ce truc-là. Ah, mais grave. Donc, je me suis enregistré. Il faut que je monte la séquence où je m'enregistre
et avec la séquence du jeu. Parce que j'ai une bande rythmo, tu sais, comme dans les Mais vrais... oui, bien sûr. Avec la bande rythmo, et j'ai recommencé 1 milliard de fois. C'est dur, hein, on se rend pas compte, mais C'est le doublage, excessivement c'est dur. super dur. C'est simple, je t'adore Alexandre. Hein. Alexandre, c'est le boss du studio du jeu. Qu'on embrasse, hein, du coup. Mais le mec me dit, la veille pour le lendemain, il faut que tu tournes cette bande rythmo-là. Bon, il y avait 3-4 phrases à lire. Et je peux vous dire que j'ai pensé très très fort à Louis San. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là. Où Louis San, le créateur de contenu là, spécialisé Japon, a fait un bad buzz, entre guillemets, sur Assassin's Creed Shadows Oui. parce qu'il lui avait proposé un doublage et c'était Ok. catastrophique et ça n'avait pas été gardé. Et bref, c'est toute une Il histoire. en a rigolé après coup. Et bah, mais, ouais, il en a rigolé. Il a très bien géré son bail. Et crois-moi, pour maintenant être passé à l'exercice, je comprends. Il y a Incroyable, la même c'est chose trop bien. dans le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs ou quelque chose comme ça, où tu avais le joueur du grenier et Alpha Cast qui ont doublé des morts dans un cimetière et ils se foutent là avec de leur gueule un peu entre eux, surtout Alpha Cast parce que Ok. ça a été gardé, hein, mais le doublage, bon, c'est pour les fans français, quoi, histoire de faire le petit plug. Mais et pareil, ils avaient recommencé des fois astronomiques. Il y a voilà. des anecdotes un peu drôles. Vous comprenez pourquoi ce jeu est devenu banger dans Mais mon c'est cœur. incroyable. Voilà, C'est fou. j'ai coché la case, j'ai fait un doublage dans une œuvre qui va Mais rester. surtout que tu vas être peut-être- cité au générique du coup maintenant. Bah écoute, je me le souhaite. Je me le souhaite. Si c'est pas fait, c'est pas grave. Mais voilà, Détective VR, c'est Incroyable. disponible sur les casques Meta. De mon côté, recommandation beaucoup moins glorieuse, un compte complètement con mais qui instruit un petit peu sur certains concepts informatiques qui me fait mourir de rire. C'est un compte Instagram qui est @cybertechseries, qui en fait propose d'expliquer certains concepts informatiques mais en mode même complètement pourri du cerveau Ah, putain, dégénéré c'est ton truc, toi. comme j'aime. Donc Ah bah, si vous déjà, le truc con qui instruit, j'ai dit ça, c'est Ah, déjà- mais impeccable pour vous comme Ça, moi c'est qui pas aimait vrai. bien recevoir comment dire, de la pédagogie, mais de manière un petit peu dans des formats qui sont adaptés et qui sont un peu plus compréhensifs de la part d'un public un peu moins versé. Moi, j'adore. Cybertech Series, donc ils font des montages, mais complètement cons sur genre comment fonctionne le DHCP, le three-way handshake pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne pour comment dire les communications sécurisées. Quand Le vous- load balancer, peut-être. quand vous peut-être oui, pourquoi pas certaines techniques de load balancing, oui, mais l'autre c'était pour comment dire le chiffrement en HTTPS, ce genre de choses. Ils ont plein de formats un peu différents et c'est si con, c'est avec des mèmes, des trucs qui crient, et des chats, enfin, c'est vraiment débile et en même temps les concepts sont vachement bien expliqués, donc ça donne le format complètement débile à la sauce même, tu sais, pourri du cerveau. Je suis tellement étonné que tu l'aies pas inventé, ce truc-là. Tout en- Vraiment. c'est par manque de T'aurais temps. pu. Ah Parce ouais. que j'y ai pensé. Tu sais, un truc auquel je pense de plus en plus, c'est monter une série en format un peu à la The Office, mais sur les trucs de la cybersécurité, mais tel que ça se passe vraiment. Pas en mode les hackers dans NCIS qui tapent à deux sur les claviers, machin, mais en mode juste les meetings à rallonge, le RSSI qui a le poste qui est payé le plus cher, qui prend les décisions stratégiques, mais qui Sur la comprend sécurité. que ouais. dalle à ce qu'on lui explique. Micheline, 45 ans, Le pire, c'est qui que- prend la ligne 4 pour aller à la cyber et qui est en mode bah alors pardon. Alors, Firewall. comprends pas. Attendez, Et dans- Firewall, et- qu'est-ce que c'est? Et j'ai tous les épisodes dans ma tête, j'ai le script, j'ai même le casting de gens que On je a verrais hâte de très voir bien ça. intervenir parce que si je le fais, je voudrais faire intervenir des gens qui sont reconnus dans le domaine français de la cyber et ça me ferait mourir de rire de le faire. C'est juste par manque de temps et de couilles que je le fais pas, mais en tout cas, Cybertech Series, super compte Instagram qui me fait mourir de rire. C'est en anglais, excusez-moi, mais si vous voulez apprendre certains concepts comme ça dans un format complètement débile, c'est vraiment fait Ça pour vous. m'intéresse. Et ben on le mettra dans la description du podcast. Et toi, Quentin, il me semble que toi, t'as un petit livre, Ouais, tout On est un à peu dans fait. le même délire, enfin, dans l'auteur un peu dans le même délire de tout ce qui est tech, piratage, machin. C'est ça. De mon côté, j'ai envie de vous parler de Comme une envie de foutre le bordel. Un livre de Xavier Niel. Bon, c'est pas connu. tout à fait, pas tout à fait lui, mais c'est une autobiographie pas vraiment classique. C'est pas non plus une interview. C'est une série d'entretiens. En fait, c'est comme si tu regardais une vidéo YouTube entre Xavier Niel et Jean-Louis C'est Misaka. un podcast, qui, quoi. Un podcast en livre. C'est un peu un podcast en livre où tu vois une Ok. discussion entre du coup Ça- Xavier Niel et Jean-Louis C'est Misika. un podcast épistolaire. Un peu, en livre en tout cas, mais c'est un ami en plus de longue date de Xavier Niel, donc c'est hyper intéressant, c'est vraiment deux potes qui discutent de sa vie, donc que ce soit à la fois son enfance, mais aussi le fait qu'il ait pas eu de diplôme, son incarcération en 2004, sa réussite en tant que milliardaire. Il parle bien évidemment de son influence aussi du numérique, ses choix. Il y a un vrai parcours entrepreneurial, un petit peu aussi sur l'innovation sociale, sur les écoles qu'il a pu monter, les différents pays dans lesquels il a voulu implanter l'école 42 par exemple, mais là où ça a chié parce que c'était justement pas bien vu. Par exemple aux Aux États-Unis, États-Unis, ouais. avoir Le fait une que ce soit école gratuit.
Ouais. Exactement, le fait que ce soit une école gratuite, c'est hyper mal vu. Ils veulent payer des tonnes d'oseille. Enfin bref, c'est vraiment très, très chill comme livre, un peu provocateur, comme Xavier Niel, elle aime bien le laisser transparaître. Et je vous ai chopé une petite citation. Faites des erreurs, je suis le roi du plantage et c'est pour cela que je m'en sors. Voilà, pour essayer d'inspirer ceux qui nous écoutent. C'est un très bon livre, franchement, je vous laisse y aller. C'est très très simple à lire, ça se lit assez rapidement. Quoi. Et ça, alors, ouais, mais sans avoir le côté un peu trop philosophique. Ouais. C'est vraiment très terre à terre, c'est vraiment une discussion. Et Xavier Niel, c'est vrai que c'est un personnage que j'apprécie pas mal. Dans la sphère tech, c'est franchement une figure de réussite. Et ça vous montre bien que n'importe qui peut le faire si tout le monde s'en donne les moyens. Merci en tout cas d'avoir passé ce petit moment avec nous dans Bubble. J'espère que vous avez apprécié notre conversation. Très intéressante, très inspirante. Merci beaucoup les gars. C'était très cool, un bel échange. Merci à toi. Plein d'innovations, de futur. On attend vos avis directement sur Instagram dans les DM. N'hésitez pas à aller voir aussi le petit plot de Mathieu sur le jeu Détective VR. On vous mettra ça sur Instagram. Ça va être très très cool. Et encore félicitations pour ça. Merci. C'est incroyable. Merci au studio surtout. Et merci au studio pour toi, c'est fou. Et n'hésitez pas à nous laisser des notes aussi. Moi, j'aime bien lire vos avis, vos retours. Sur, des petites étoiles aussi sur le podcast. On a des beaux chiffres en termes d'écoute, mais il nous manque un peu de retours palpables. Et un peu d'interaction. Si jamais vous voulez enregistrer vos questions, n'hésitez pas, le lien est juste en dessous. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao. Ciao.